La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de rencontres consacré à l'actualité de la création audiovisuelle multimédia et à l'occasion de la présentation à la BNF du dispositif en réalité virtuelle Replay Memories, un débat entre ses auteurs et des historiens propose différents regards sur la façon dont le web a fait évoluer les représentations de l'histoire. Bonjour, je suis Claude Mussou, je suis responsable de l'INATech, qui est le service qui met à disposition toutes les collections de l'INA pour des usages de recherche. Et j'ai été, dans une vie antérieure, entre 2008 et 2015, responsable de l'archive web à l'INA. Donc je vous remercie pour cette occasion qui est donnée à l'INA par mon entremise de mettre en lumière deux secteurs de son activité qui se distinguent par leur dimension innovante et prospective. Donc en effet, l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, que notre projet d'entreprise définit aujourd'hui comme un média patrimonial, a été coproducteur du projet Replay Memories, qui est donc un point de départ à la discussion qui sera menée ce soir. Donc en 2017, le projet a été un des lauréats retenus dans le cadre du premier appel à projet INALAB, qui est un dispositif de soutien annuel aux productions audiovisuelles qui favorise le renouvellement d'usage de l'archive et l'exploration de nouvelles formes narratives. Donc de projet Replay Memories est devenu une expérience sensorielle, immersive, qui peut être découverte en ce moment, comme l'a dit Pascal, en Haut-de-Jardin, dans la salle A. Et l'INA se réjouit que ces collections profitent de cette exposition via un dispositif d'exploration. Donc la réflexion de ce projet autour de la documentation des événements qui font l'histoire en ligne et en temps réel fait évidemment écho, comme l'a dit Pascal aussi, à cette mission qui est dévolue en partage à l'INA et à la BNF et que les deux institutions mènent depuis plus de 15 ans maintenant, à savoir l'archivage du web. Donc la réflexion de ce projet autour de cette mission en partage de collecte, préservation, restitution des contenus publiés en ligne s'est imposée en même temps que ce qu'on a un temps appelé la révolution numérique avait aussi modifié les pratiques de publication et de consommation d'une grande variété de contenus. La législation en vigueur pour cette collecte, conservation patrimoniale, à savoir le dépôt légal des œuvres de l'esprit, comme il a été précisé dans le document initial de 1537 sur le dépôt légal, s'est étendue au web et appliquée à l'INA et à la BNF afin d'assurer la cohérence et la continuité de leur collection dans ce contexte du tout en ligne progressif. Donc, les archives de l'INA, qui sont un pan d'une activité plurielle, aujourd'hui, c'est 60 millions de documents audiovisuels, essentiellement des programmes de la radio et de la télévision, qui constituent une mémoire de ce que les médias ont montré au fil du temps de l'état du monde et de nos sociétés. C'est 22 millions d'heures d'archives depuis l'origine de chacun des médias, à savoir les années 30 pour la radio, les années 50 pour la télé. Et l'archive web de l'INA à l'INA, c'est une extension de ce domaine initial de la radio et de la télé qui s'est constitué au fil de l'évolution comme je disais, des pratiques et des techniques de publication pour les diffuseurs. Donc on a des sites web. Au début, c'était des sites web, puis les collections se sont étendues aujourd'hui aux vidéos hébergées sur les plateformes, aux podcasts, aux réseaux sociaux et des tas d'autres contenus audiovisuels délinéarisés et accessibles en ligne. Donc au total, c'est 110 milliards de versions d'URL, 33 millions de vidéos issues des plateformes, accessibles par des moteurs de recherche, 22 milliards de publications issues des réseaux sociaux, donc des chiffres qui donnent un peu le vertige, et des interfaces de navigation et de requête qui permettent de remonter le temps du web. Donc tout ça est mis à disposition pour la recherche, essentiellement pour la recherche académique, qui voit également ces pratiques évoluer au regard de la nouveauté de ses sources. Leur exploitation a soulevé et soulève encore des enjeux épistémologiques, méthodologiques et a mis en œuvre des approches qui se sont construites de façon collective. Par exemple, au sein de saisons d'ateliers des L-Web qu'on a animés pendant 7 ans et qui se poursuivent aujourd'hui dans des groupes de chercheurs, dans des collectifs de chercheurs, pour développer une réflexion sur les outils, les techniques d'interprétation, d'analyse de ces sources qui sont désormais plus considérées comme des documents, mais plutôt comme des données. Voilà, donc la réflexion se poursuit et je pense qu'il y a beaucoup de représentants ici qui participent à cette réflexion. Je voulais juste terminer par vous montrant ce livre qui va paraître, qui s'appelle Website Story, Histoire, Mémoire et Archives du Web, qui est publié à l'INA
et qui a été rédigée par la première historienne qui a travaillé sur les sources du web archivé. Elle s'appelle Sophie Chebeil. Elle est maître de conférence à Aix-en-Provence. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Alors, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. On est déjà, premier constat, ravis, je pense, d'être tous là, enfin de se retrouver en présentiel pour une conférence qui se donne, voilà, dans l'espace analogique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à souligner. Donc, je suis ravie de donner la parole, d'orchestrer un petit peu cette table ronde aujourd'hui, ce soir, à l'invitation donc de la BNF et au départ donc de Ripley Memories qui a été présenté ici dans l'introduction. Alors, l'actualité, quelque part, donne du relief à cette soirée. Évidemment, on a eu ici les commémorations, le 20e anniversaire du 11 septembre. Il y a la situation en Afghanistan qui est arrivée aussi gonfler cette actualité qui donne du relief. Le début du procès aussi des attentats de Paris qui a débuté la semaine dernière ici à Paris. Et quelque part, cette année et demie de pandémie qu'on vient de vivre, et qui, quelque part, a fait vraiment basculer la médiatisation dans l'ère de la globalisation et donc dans l'ère des réseaux sociaux. C'est la première fois qu'on a pu observer tel phénomène. Alors, le point de départ, vous l'avez compris, c'est bien Ripley Memories. On va tout de suite s'y pencher. Mais quelque part, je me suis rendu compte aussi en préparant cette table ronde qu'elle offrait une profusion de pistes de réflexion et donc ça allait être très, quelque part, très intéressant d'une part, mais aussi très frustrant parce que nous n'avons que 2 heures ou déjà un petit peu moins que 2 heures. Et donc, on va essayer de mettre vraiment ce temps à profit pour au moins lancer les bonnes questions, amener déjà des pistes de réponse. Alors, je vais tout de suite commencer par présenter nos intervenants que je remercie au nom de la BNF d'être présents parmi nous ce soir. Donc, on va commencer par Christian Delage qui est à l'extrême gauche ici de la scène. Alors, Monsieur Delage, voilà, si je retrouve le document. Oh, là, excusez-moi, merci le numérique. Voilà, vous êtes historien, professeur des universités, réalisateur, commissaire général d'exposition. Vous dirigez l'Institut d'histoire du temps présent et êtes l'auteur de nombreux films diffusés notamment sur Arte, France 3, etc. La liste n'est pas exhaustive, et aussi de montage d'archives destinés à des expositions, notamment sur la question de la mémoire de la Shoah ou la chute du mur de Berlin. Et parmi vos thèmes de prédilection, vous vous intéressez au témoignage, à la parole filmée, au génocide, au procès filmé. Et ce dernier thème, comme je le disais ici en introduction, est au cœur de l'actualité puisque débutait donc la semaine dernière le procès des attentats de Paris et de Saint-Denis du 13 novembre 2015, dont les débats sont filmés. Et vous êtes à l'initiative d'un projet d'envergure, un projet de recherche et patrimonial nommé « Les attentats du 13 novembre 2015, des vies plus jamais ordinaires ». Et vous avez tout récemment, puisque je pense que c'était la semaine dernière, ou en tout cas il y a quelques jours, fait don d'une partie de vos archives personnelles à la BNF, un moment important sur lequel nous reviendrons plus tard dans la table ronde. Alors, à côté de vous, nous trouvons Frédéric Claver. Donc, Frédéric Claver, vous êtes docteur en histoire contemporaine. Vous avez étudié les sciences politiques et l'histoire contemporaine et vos recherches se concentrent notamment sur les sources de l'historien à l'ère numérique dans le champ d'une discipline encore méconnue et qu'on appelle les humanités digitales. Vous êtes chercheur donc au Center for Contemporary and Digital History de l'Université du Luxembourg, une université où vous enseignez et assurez le rôle notamment de rédacteur en chef du Journal of Digital History. Vos projets de recherche vous ont mené à étudier, entre autres, le centenaire de la Grande Guerre en 2018, au départ du réseau social Twitter, vous concentrant sur la production de sources digitales natives. Vous êtes également plus récemment penché sur l'archivage de pareilles sources dans le contexte de la pandémie et du confinement. Et vous tenez par ailleurs le blog Le Goût de l'archive à l'ère numérique avec votre collègue Caroline Muller. À côté de vous, Cécile Boex, bonsoir. Alors Cécile, vous êtes maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales depuis 2013 et vos recherches portent sur la relation entre les images animées et le politique au Moyen-Orient, plus particulièrement en Syrie où vous avez vécu 10 ans. N'ayant plus accès au terrain depuis 2011, vous participez notamment à un projet de recherche nommé Shak pour incertitude en arabe,
et d'archivage. Ce projet s'appuie sur la masse de vidéos produites et mises en ligne par les différents protagonistes de la révolte et du conflit. Un projet mené avec la BNF notamment, on en reparlera effectivement. Et donc votre travail est vraiment à l'intersection des sciences politiques, de l'anthropologie visuelle. Vous intéressez donc aux différents usages de la vidéo à partir de différents axes de recherche. À côté de vous, Cécile, nous trouvons Andrés Yarak. Vous êtes auteur, réalisateur de documentaires. Vous êtes né à Buenos Aires, en Argentine, et vous avez réalisé plus d'une vingtaine de documentaires pour la télévision et pour le web, produits principalement pour Arte et France Télévisions et diffusés dans le monde entier, comme, je ne vais pas tous les citer, comme le récent En camping-car, un film documentaire basé sur le livre homonyme écrit par Ivan Jablanka. Alors, ça fait un peu plus de 10 ans que vous travaillez sur des documents immersifs et interactifs, notamment avec votre voisin ami et complice Gordon, dont le Replay Memories, dont on va parler ce soir, et 1, 2, 3 Bruegel, co-réalisé, et notamment avec Camera Lucida et Lucid Realities, dont la productrice est ici présente parmi nous et que nous saluons, Chloé Jarry. Vous assurez aussi la programmation du SMART, qui est l'espace dédié aux expériences documentaires numériques dans le cadre du FIPADOC, Festival international du documentaire de Biarritz. Voilà, donc bienvenue ce soir. Et je termine par Gordon, qui est à ma gauche. Bonsoir Gordon, vous êtes donc réalisateur et vous intervenez ce soir donc aux côtés d'Andrés en tant qu'auteur scénariste de Replay Memories. Votre route vous a mené de la publicité à l'habillage télévisuel, à la direction artistique de nombreux projets, à la réalisation de films dont certains ont été primés, comme Pierre et le loup, raconté par le comédien François Morel avec l'Orchestre national de France. Alors, Replay Memories n'est pour vous effectivement non plus pas votre seule réalisation en environnement immersif, puisque vous êtes le co-auteur de plusieurs réalisations aux côtés d'Andrés Yarak, mais pas que, et vous enseignez enfin dans différents instituts, dont le SAV à Marrakech. Voilà, bienvenue à tous les 5, et pour ma part, je suis ravie d'animer cette conférence ce soir parce que j'ai quelque part eu un rôle de témoin privilégié, parce que j'ai assisté un peu à la genèse du projet Replay Memories, pour lequel Chloé Jarry avait organisé une résidence au Mundaneum à Mons, qui est un centre d'archives qu'on appelle aussi le Google de papier, que le New York Times a appelé le web oublié par le temps, et qui est une grande archive quelque part, alors plus vivante pour le coup, mais qui témoigne un petit peu de cette volonté qu'ont eu deux Belges à la fin du 19e siècle d'indexer, d'organiser pour diffuser tout le savoir du monde dans un but humaniste. Et donc voilà, c'est à ce titre-là que je suis présente là ce soir, et j'en suis ravie. Alors, nous allons commencer tout de suite avec vous, Andrés et Gordon, pour s'immerger véritablement dans la réalité de Replay Memories. J'avais envie de commencer peut-être cette petite introduction avec cette citation qui fait en fait la clôture de votre documentaire. Et cette citation, on la doit à Barack Obama dans son discours de fin de mandat. Pour tellement d'entre nous, il est devenu plus réconfortant de nous replier dans nos bulles, entourés de personnes qui nous ressemblent et partagent la même vision politique, sans remettre en cause nos suppositions. Alors, quelle était finalement l'intention du documentaire ? Je vous laisse nous emmener avec vous dans l'univers de Replay Memories. Donc, je pense qu'on va présenter... Il y a une petite présentation qui est prévue. Notre démarche. Voilà, merci sur l'écran. Beaucoup. Voilà, merci. Donc, le départ, c'est une rencontre. Oui, au départ, c'est une rencontre. C'est Chloé Jarry de Lucid Realities qui nous a réunis, Gordon et moi, autour d'un questionnement commun. Comment s'est construit la mémoire d'un fait historique à l'heure des algorithmes, qu'est-ce qui va se passer plus tard. C'est la première chose qui fait un adolescent qui n'a pas vécu un fait historique, c'est faire une requête sur Google. Et voilà la naissance d'un projet ambitieux, Andrés. Voilà, c'est comme ça qu'est né Replay Memories. Donc nous avons pensé à 3 événements pour commencer la réflexion. On s'est dit qu'il serait intéressant de réfléchir à des événements qui ont touché la planète. Donc nous avons imaginé peut-être travailler autour de la chute du mur de Berlin, novembre 1989, ou travailler autour de la mémoire de l'attaque du World Trade Center du 11 septembre 2001.
Et enfin, un autre événement qui nous semblait pertinent, c'est la catastrophe de Fukushima, le 11 mars 2011, qui sont tous des événements qui, les derniers en tout cas, étaient très documentés et différemment documentés pour le mur de Berlin. Il s'est avéré que on a pensé à un jeune de 20 ans aujourd'hui qui serait né en même temps que l'événement, donc il y a pile 20 ans. Le web était tout neuf en 2001, mais aujourd'hui, un jeune qui veut, je pense, se documenter ou qui désire faire des recherches sur l'événement va essentiellement regarder sur Internet, sur nos appareils connectés. Et donc, on s'est interrogé de savoir ce qu'il allait y trouver. Et aussi, ces 3 événements ont produit énormément d'images. Je crois que c'est Chloé qui nous avait fait rappeler que Google News est né juste après le 11 septembre, quand Google s'est rendu compte que tout le monde tapait des questions d'un fait historique, d'un fait d'actualité. Et ensuite... Donc ensuite, on a pensé au mode de diffusion de ce projet. En 2015 est né un nouveau dispositif qui était le WebVR. Le WebVR, en fait, c'était un projet assez fascinant qui permettait de consulter le web à partir d'un casque en réalité virtuelle. Donc, cette technologie permettait d'imaginer qu'on consulte Firefox ou Google Chrome dans le casque. Et donc, nous souhaitions utiliser cette technologie en temps réel pour promouvoir les premières images de l'événement retracé, l'événement du World Trade Center, puisque donc nous avons accès Replay Memory sur le 11 septembre. Bon, il se trouve que le WebVR est une technologie qui n'a pas fonctionné, mais qui nous a permis d'imaginer un monde, voilà donc le monde dans lequel on évolue lorsqu'on met le casque. Ce monde est un monde fait de typographie et c'est un monde en fait assez abstrait que nous avons conçu à partir du code même JavaScript de l'application du WebVR. Donc c'était un début en tout cas graphique et un monde un peu abstrait qui nous a permis d'imaginer où nous allions consulter les événements. Une autre question ensuite. Et ensuite s'est posé la question de comment tous les archives sont en 2D, par essence. Donc on s'est posé la question comment les consulter. Nous avons été très inspirés par le travail de Mathias Blanc de l'Université de Lille et le CNRS, qui avait une sorte de iPad géant dans lequel il travaillait sur la sociologie de l'image. Mais aussi, on a été inspiré par le cinéma. Oui, il est intéressant de se dire que Minority Report est sorti en 2002, que donc Steven Spielberg était sans doute en train de terminer la production de son film au moment des événements du 11 septembre. En tout cas, il était déjà, et encore une fois, en avance en prévision, en fait. Je pense vraiment que c'est notre visionnaire de notre temps sur les questions qui nous occupent. Aujourd'hui, Ready Player One est sorti et je pense qu'il a toujours cette notion d'avance et de pertinence. Donc, lui aussi nous a poussé à nous interroger sur la manière de consulter les archives qui sont donc en 2D dans ce monde 3D. Et puis on s'est rappelé qu'en 2010, Elie Pariser, un militant du web, elle s'est théorisé les concepts des bulles de filtres, c'est-à-dire les bulles dans lesquelles on s'enferme dans le web. Et nous, on a voulu transposer ça d'une manière concrète. Et donc, on s'est dit que ça nous a donné l'idée de la disposition des images 2D qui nous enferment dans une bulle, dans un monde 3D. Voilà, et donc si je résume le déroulé de l'expérience, donc c'est la consultation du web aujourd'hui dans une requête en temps réel.
On peut remonter le temps aussi de la mémoire du web, ce dont vous parlez, Lina, là tout à l'heure, exactement. Retrouver des pages web archivées. Aussi confronter notre point de vue à celui d'autres pays qui nous semblait pertinent, de changer un petit peu, justement, de sortir de notre bulle. Enfin, mettre en place, en présence, donc en confronter aussi l'algorithme à un autre type de mémoire qui est la mémoire sensible. Et pour ce faire, on est allé à New York rencontrer des témoins en fait, de l'événement qui nous ont proposé un témoignage très différent, évidemment, de ce que peuvent nous proposer les algorithmes aujourd'hui. Et enfin, toute cette expérience aura pour but de revivre un instant de cet événement. Oui, la consultation du web aujourd'hui s'est faite à l'intérieur de la bulle avec une requête en temps réel. Ensuite, on est géolocalisé dans la première bulle, c'est là où on se situe. Si vous expérimentez Replay Memories aujourd'hui, c'est en France en 2021. Mais vous pouvez aussi voir les archives changer des bulles et aller aux archives de 2011, de 2001. Et confronter ce que vous venez d'avoir comme résultat de votre requête avec d'autres bulles dans d'autres pays. On a choisi 5 pays, mais potentiellement on pourrait aller dans n'importe quel pays. Là, il y a une image sur l'Irak. Voilà. On a choisi un pays par continent dans cette présentation, mais on pourrait changer. Et ensuite, on s'est posé la question de qu'est-ce qui gardait en mémoire les gens qui avaient vécu l'événement in situ à New York. Et on est allé interroger des témoins de l'événement. Et on s'est rendu compte que la mémoire sensible, elle gardait peu d'images, elle gardait plutôt des sensations. On nous parlait beaucoup d'odeurs, de rencontres et pas du tout d'images. On a mis en place une mise en scène à New York avec ces témoins. Voilà, donc on est placé, en fait, quand on est utilisateur, on est placé au centre à un endroit précis de New York. On va vous expliquer pourquoi cet endroit-là. Et tout autour de nous, la vie continue, mais certaines personnes s'arrêtent et nous regardent. Et ce sont donc ces personnes que nous avons eu la chance de rencontrer et qui nous ont livré très généreusement leur témoignage, souvent complètement incroyable. Par exemple, vous avez John ici, qui est à gauche, qui avait son frère dans une tour et sa sœur dans une autre. Donc en faisant l'expérience, vous découvrirez l'issue de cette terrible aventure. Chacun, en fait, Sean par exemple, qui était lui dans une boutique, ou un autre qui était étudiant. Donc c'était très intéressant pour nous de rencontrer ces gens. Et donc quand vous êtes dans le casque et que vous êtes dans cette rue, en regardant les témoins, juste en les regardant, vraiment, on appelle ça le gaze, en fait, dans la technologie numérique, ça déclenche la séquence sonore de leur témoignage. Ouais. Et ensuite, on s'est posé la question de comment faire revivre un événement en réalité virtuelle aujourd'hui à partir d'une archive. On aimait beaucoup un site internet qui s'appelle dearphotograph.com qui demande, un site participatif, qui demande aux gens de prendre une photo, je le dis jamais bien. Dans un lieu bien précis. Dans un lieu bien précis, avec une photo du passé, une photo d'archive. Et nous avons transposé ça dans un environnement 3D. Et donc on a cherché, à l'aide de documentalistes de l'INA, on a cherché une archive précise qui était une des seules archives du moment de l'explosion de l'effondrement d'une des tours. D'une des tours, mais qui ne bougeait pas, qui pouvait vraiment se mettre comme une fenêtre sur le passé. Voilà, et c'est donc cet endroit que nous avons choisi, et c'était donc pour nous une des réponses possibles à comment mettre en scène une image 2D, une image tournée pour la télévision, dans un univers 3D.
Et puis, justement, cette question, peut-être on pourrait dire que la VR, elle constitue aussi un médium pour parler de la mémoire, parce que ce qu'on garde in fine quand on sort d'une expérience en VR, on ne se rappelle pas qu'on a vu quelque chose, on l'a vécu. Et c'est comme ça qu'on a conçu ces projets et qui, finalement, voulaient poser une seule et même question qui nous occupe ce soir. Et est-ce que nous sommes prêts à confier notre mémoire aux algorithmes ? Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que on a eu la grande chance, je pense, Cécile, Frédéric, Christian et moi-même, de passer dans Replay Memories juste avant la table ronde, et pour avoir fait l'expérience. Merci de nous proposer justement de pouvoir se dire qu'est-ce que ça fait si on rentre dans le web physiquement et de se sentir comme ça immergé et de pouvoir être en contact avec cette matrice qu'on peut dès lors visualiser. De cette visualisation naissent des questionnements, naissent des réflexions. J'avais envie de me tourner vers nos invités ce soir et de voir un petit peu quel était justement votre retour et peut-être des questions que vous auriez envie de poser aux deux auteurs par rapport à l'expérience que vous avez faite cet après-midi. Oui, Cécile ? Oui, j'ai beaucoup aimé les deux moments en fait de cette expérience, puisqu'on est vraiment amené à expérimenter quelque chose. Le moment où on est avec le casque dans cette réalité virtuelle, où on arpente les territoires du web et en même temps cette géographie qui se dessine, mais dans un territoire qui n'est pas territorialisé, donc c'est très intéressant. Enfin, moi, j'ai l'expérimente aussi dans ma recherche, mais là, c'était quelque chose de vraiment incarné, qu'on sentait vraiment physiquement. Et c'est très intéressant aussi de voir que selon les pays, les images en fait du 11 septembre ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes mémoires. Moi, j'ai navigué entre la France et l'Irak, et c'est vrai que c'était assez frappant. Et puis ce moment où on s'extirpe aussi de cet environnement, de cette bulle, de ce côté immersif pour retourner avec les témoins, avec la parole subjective. Donc on a cette espèce de contraste entre le monde virtuel fait de ces algorithmes et où on a cette expérience de la désorientation, et en même temps qui est une illusion, puisque finalement c'est un monde. Ce que vous essayez de montrer, c'est que c'est très très contraint finalement la manière dont on se déplace dans ce monde. Et puis revenir à la subjectivité, aux histoires très particulières. Du coup, on a vraiment peut-être les deux pôles de ce qu'on peut trouver sur Internet. Merci. Est-ce que Frédéric ou Christian, vous aviez envie de rajouter quelque chose justement par rapport à ce décalage ou cette sensation que fait émerger Replay Memories ? Alors moi, du coup, j'ai énormément, après avoir entendu l'exposé, j'ai énormément de questions techniques en fait, mais dont éventuellement on parlera plus tard ou par mail après, si vous me le permettez. Mais juste une. Donc quand on est dans les bulles et qu'on voit ces images s'afficher, ce sont des requêtes en temps réel, on est d'accord. Mais dans ce cas, ne s'affichent pas toujours les mêmes images aux mêmes endroits. Donc chaque personne a une expérience individualisée dans chaque bulle, on est d'accord ? Et vous interrogez quoi ? Oui, en fait... Précisément, c'est une requête Google, c'est une requête dans les archives du web, ouais. C'est une requête Google à un instant T en mode privé. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'idée de le faire en web VR. Le projet, la technologie qu'on avait commencé au départ, c'était effectivement que ce soit individuel pour chaque utilisateur. Cela n'est pas possible dans d'autres technologies et aujourd'hui l'expérience que vous avez faite n'est pas une expérience connectée, c'est une requête faite le 13 septembre pour cette exposition qui va se renouveler toutes les semaines parce qu'on a besoin d'une bande passante très importante pour faire les requêtes en temps réel. Mais c'est des requêtes en images et vidéos sur Google. Donc les 30 premières images qui apparaissent sont celles qui apparaissent dans la bulle, qui vous enferment dans la bulle. Mais en privé, ça veut dire que si vous installez Replay Memories à New York, par exemple, et à Paris, vous aurez quand même les mêmes résultats, ou pas ?
à New York, à Paris, vous aurez les résultats. Si vous êtes géolocalisé à Paris, dans la première bulle, c'est-à-dire quand vous rentrez, c'est Paris. On géolocalise dans l'endroit où on fait l'expérience. Donc ce n'est pas la mémoire du 11 septembre, c'est la mémoire de Google du 11 septembre. Exactement. C'est la mémoire qui nous propose le web. Mais c'est effectivement la mémoire. J'ai toujours cette image d'une de mes deux filles qui parle à son téléphone et qui effectivement fait des requêtes comme ça sur Google. Et il y a forcément une médiation entre elle et l'information. Et en plus, là, est double parce qu'il y a aussi l'intelligence artificielle qui traduit ça. Absolument. Ouais, absolument. D'accord. Après, une remarque générale, le problème de la 3D, c'est que ça me donne un peu le mal de mer. C'est un problème assez courant. Néanmoins, ce qui, moi, m'impressionne, c'est la multiplication des temporalités, notamment dans la scène finale, où on est à New York, effectivement. Ça, c'est quelque chose... le travail de l'historien, c'est aussi comprendre l'imbrication des temporalités différentes selon les lieux, selon les personnes. Et là, il y a quand même une mise en scène qui me plaît assez bien au regard de ce travail de l'historien, de jouer avec les temporalités. Voilà. On reviendra sur cette question justement des nouvelles narrations de l'histoire que permettent les technologies et puis les sources. Je ne sais pas si, Christian Delage, vous souhaitiez commenter peut-être votre expérience. Non, je voudrais rester sur la leur, puisque c'est un monde un peu nouveau pour ce qui me concerne. Mais en revanche, la question qu'il pose au début, celle-là, je crois qu'on l'a pas mal labourée, à savoir comment se construit la mémoire d'un fait. C'est sur là-dessus peut-être que je voudrais commencer, en fait, parce que là, en fait, c'est une mémoire strictement audiovisuelle, et même visuelle, essentiellement. Donc c'est une partie de la mémoire, puisque vous avez évoqué d'ailleurs que dans les témoignages, ce sont les sensations qui dominent et pas les images. Donc ça, c'était intéressant. Ce qui me frappe, c'est qu'en règle générale, les images qui circulent sur Internet sont évanescentes. C'est-à-dire qu'elles arrivent, elles buzzent, elles disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées. Il y a une espèce d'accélération comme ça et de diminution en même temps. Or là, vous travaillez au contraire sur la manière dont cette mémoire se fixe dans le temps, mais se fixe par ce que vient d'indiquer Frédéric Claver, à savoir par plus que des algorithmes, par des institutions comme Google, qui donnent le sentiment qu'on peut naviguer, en fait. Naviguer, j'entends ce que vous appelez en mode privé, si on va sur Internet, mais qu'en réalité, on navigue à l'intérieur de quelque chose qui est déjà constitué, ou en tout cas dont le vagabondage est un peu constitué. Et moi, ça, c'est une chose qui à la fois me gêne, évidemment, puisqu'on n'est pas... Nous, on est habitués en tant qu'historiens à choisir nos archives, enfin, je veux dire, à construire le fait historique à partir d'un choix d'archives que nous assumons, qui est subjectif, qui peut être partiel, mais que nous assumons, tandis que là, nous dépendons de cela. Et à cela s'ajoute aussi le fait que certains événements sont plus particulièrement visuels, c'est le cas évidemment du 11 septembre, à mon sens beaucoup moins pour Berlin, ou alors sur un registre visuel iconique beaucoup plus faible, c'est-à-dire le mur. Mais la différence entre les deux Berlins, moi j'ai eu la chance d'aller à Berlin-Est juste avant la chute du mur, il y a très peu d'images là-dessus. Enfin, c'est-à-dire que pour percevoir ça, par exemple, au niveau des sensations, ce qui caractérisait Berlin-Est, c'est qu'il n'y avait pas de lumière. Il y avait très très peu de lumière dans cette partie de la ville. Il y en avait beaucoup, en revanche, quand on approchait du mur pour le surveiller. Et puis la deuxième chose qui m'intéresserait de discuter dans votre propos, c'est que ces images que nous voyons, alors par-delà le fait qu'elles sont déjà préorganisées dans ce registre de mémoire, elles ont des régimes que nous on appelle en histoire des régimes de vérité ou des régimes de constitution qui sont différents. L'une des choses très frappantes pour le 11 septembre, qui est aussi le moment où CNN va se constituer vraiment en chaîne, qui va se développer, enfin c'était essentiellement pendant la guerre du Golfe, mais disons que là ça va prendre une dimension encore plus forte, c'est que les premières images en fait que nous avons du 11 septembre sont des images de vidéos de surveillance qui étaient disposées sur le sud de Manhattan. Et ensuite on a tout un registre qu'on retrouve dans les images que vous avez choisies,
l'image prise par les frères Naudet, enfin par l'un des deux frères Naudet, donc alors qu'il tournait un documentaire sur les pompiers du sud de Manhattan, les images de George Bush qui sont des images institutionnelles officielles, etc. Et puis, par exemple, cette image photographique que vous avez choisie d'un photographe de Magnum. Juste, pardon, je vous interromps. En fait, on n'a choisi aucune image, nous. Oui, enfin... elle se renouvelle sans cesse dans la requête Google. Nous, ce qu'on propose, c'est justement l'idée de que on ne choisit pas les images quand on pose une question, c'est les algorithmes de Google qui choisissent. Alors, je vais le dire autrement, disons qu'elles ont une circulation différente. C'est-à-dire que l'image de Magnum, où on voit en fait des gens autour d'un vélo, comme s'ils profitaient, disons, de la vue sur la rivière, alors qu'au fond, on a qui n'a pas été montré par le photographe qui l'a prise, elle a aussi un registre complètement différent de tous les autres. C'est cette coalition d'images de nature différentes dont je me demande comment chacun, dans cette circulation qui est un peu conduite par Google, peut s'y retrouver, quoi. Donc pas mal de questions qui sont soulevées et je vous propose maintenant peut-être d'aborder plus la partie un peu plus analytique ou en tout cas de discussion autour des enjeux soulevés par Replay Memories à travers notamment une progression en trois étapes. Tout d'abord, on va questionner justement cette manière aujourd'hui de documenter l'histoire, donc à l'heure du web, à l'heure du tout à l'image et des nouveaux médias. Donc comment se constituent bien ces corpus et donc quel impact la technique, les usages peuvent avoir sur ces nouveaux corpus qui sont à la disposition des historiens. En deuxième étape, on questionnera plus la question de la hiérarchisation de l'information et donc le rôle de ces fameux algorithmes dans nos écosystèmes informationnels, donc comment tout ça fonctionne. Et en troisième étape, on reviendra sur justement ce travail de mémoire, donc la mémoire qui est véritablement au travail en partant de l'individu puis vers le collectif et donc dans une discussion où chacun et chacune pourra contribuer. Mais donc j'avais envie de revenir vers vous, Cécile Boix, pour commencer cette réflexion sur quelque part cette hyper documentation du réel. Aujourd'hui, vous qui étudiez plus spécifiquement la production d'images vidéo dans un contexte singulier, quelle est votre analyse justement sur ces créations de nouveaux corpus qui sont à notre disposition et qui sont mis en réseau? Alors au départ, sur Internet, il n'y a pas de corpus qui sont déjà constitués. C'est à chaque chercheur, à chaque historien de les constituer. Mais il y a un phénomène extrêmement important depuis la diffusion des téléphones portables, des technologies Internet, des logiciels de montage, etc. Tout le monde peut mettre en ligne des contenus vidéo et faire des petits montages et notamment dans les événements politiques, les événements guerriers, etc. Donc moi en Syrie en 2011, quand la révolution a commencé, les manifestants ordinaires ont commencé à documenter les protestations, parce que de l'autre côté, le régime disait que ça n'existait pas, que en fait il s'agissait de silhouettes filmées dans les studios au Qatar, et donc il y avait toute un élan de documentation et de se réapproprier l'interprétation des événements contre un régime où toute parole était fermée, et en plus qui niait la révolution et qui avait imposé un embargo médiatique. Donc c'est ce mouvement aussi et ça n'a pas seulement été en Syrie. Avant 2009, il y a eu l'Iran avec le mouvement vert, beaucoup Twitter, mais aussi des vidéos, la Tunisie, l'Égypte, etc. Donc c'est quelque chose, c'est un phénomène vraiment très très prégnant. Et du coup, il y a eu cet élan de documentation. Et puis petit à petit, il y a eu une espèce d'écosystème en fait qui s'est mis en place autour de ces vidéos. Avec des chaînes sur YouTube sont apparues. En tout cas, mon terrain est beaucoup sur YouTube. Mais il y a des chaînes YouTube qui ont agrégé, qui jouaient le rôle d'agrégateur de ces vidéos. C'est-à-dire que c'était pas les manifestants qui mettaient en ligne, mais ces vidéos étaient reprises par d'autres qui les mettaient en ligne parce que c'était dangereux. Au Liban, à partir du Liban, à partir de la Turquie, Il y a aussi le rôle de la diaspora qui a été très important aussi.
pour envoyer des modems, etc., pour contourner en fait toute la censure qui pouvait y avoir sur ces vidéos. Il y a aussi des traducteurs, il y avait un petit peu de traduction, mais pour vous donner un ordre d'idée sur ce que ça représente, en Syrie, en 10 ans de conflit, on a plus de millions de vidéos. C'est quelque chose d'absolument colossal. Et petit à petit, les usages de la vidéo vont se professionnaliser, c'est-à-dire que les gens ne font pas seulement documenter ce qui se passe, c'est qu'ils vont utiliser la vidéo et l'image pour manifester, pour combattre, pour prendre la parole. Il y a des femmes qui ont organisé des sittings dans leur salon parce qu'elles ne voulaient pas sortir, parce que c'était trop dangereux. Donc il y a toute une culture protestataire et guerrière qui émerge avec la vidéo, et c'est ça qui est extrêmement intéressant à analyser. Et donc voilà, c'est pas des choses qui sont données comme ça. En fait, c'est des années et des années de vagabondage sur Internet pour essayer de comprendre en fait comment les acteurs utilisent ces images, pourquoi, comment ils le font, et puis comment ça évolue avec le temps, parce que ça évolue très très vite en fait. Voilà. Voilà, il y a vraiment une fonction et une action, un engagement derrière. C'est pas juste mettre des images en ligne, quoi. Non, c'est pas du journalisme citoyen. Là, c'est vraiment quelque chose qui engage souvent en plus la vie de ceux qui prennent les images ou qui apparaissent à l'écran. On est dans quelque chose de très très différent. Frédéric Lavert, en termes de qualité de source, entre guillemets, ou vous qui quel regard portez-vous justement sur l'évolution des sources qui sont à la disposition des historiens aujourd'hui, avant le web? Puis l'arrivée du web, il y a eu le web 2.0, donc aussi le fait que le web devienne social et qu'on puisse tous contribuer. Ces sources-là, est-ce qu'elles ont la même valeur que des sources plus traditionnelles, plus classiques? Alors, je vais faire une réponse bizarre, mais en fait, la valeur de la source, elle dépend de l'historien ou de l'historienne. C'est donc de son sujet. Donc il n'y a pas de raison de parler à proprement parler de qualité. Après, au sein d'un corpus constitué par un ou une chercheur en fonction d'un sujet, effectivement là il peut y avoir des sources plus ou moins pertinentes, mais je ne crois pas qu'il y ait de raison de penser que ce seraient des sources de moins bonne qualité. Par contre, il y a une double rupture quantitative. La première, elle est après la Seconde Guerre mondiale, où on commence à avoir de plus en plus d'archives. Vous avez plusieurs numéros de la Gazette des Archives, qui est la revue des archivistes français, qui sont consacrés à cette augmentation du nombre d'archives. Et je pense que la deuxième rupture, c'est effectivement Internet et le web, particulièrement avec ce qu'on a appelé en 2005 de manière un peu désuète aujourd'hui déjà le web 2, effectivement, et donc les médias sociaux. C'est-à-dire que si moi je fais une collecte pour m'intéresser à la crise sanitaire sur Twitter, j'ai 50 millions de tweets, donc pas loin d'un téraoctet de données. On travaille dans un réseau européen sur les archives du web, sur là aussi des données qui ont été collectées, notamment par l'INA et la BNF, mais pas uniquement. Et là, juste s'intéresser à avoir un échantillon, on est déjà à 3-4 téraoctets. Donc ça devient, ça entraîne des éléments méthodologiques un peu délicats, mais qui sont traitables. Donc c'est plutôt la partie quantitative. Et la question, c'est savoir si la rupture quantitative qui intervient entre 2005 et 2010 va entraîner une rupture qualitative au sens de la méthodologie, une rupture dans les méthodologies de l'historien ou pas. Je ne sais pas s'il faut développer tout de suite ou pas. Mais... Peut-être en termes de méthodologie, on y reviendra par la suite, mais ça donne déjà quelques bases à la compréhension. Et j'avais envie de me pencher vers vous, Christian Delage, donc vous qui avez on est aussi dans l'ère, on a parlé du web, du numérique, de la vidéo, de l'image, effectivement, dans cette ère du tout à l'image, de l'audiovisuel, qui peut être vu comme une nouvelle grammaire pour essayer de comprendre l'histoire avec des nouvelles sources. Vous qui avez cette caractéristique d'être à la fois historien et réalisateur, et donc qui pouvez vous aussi vous situer quelque part en amont de la constitution de la source. Quel est votre regard justement là-dessus, vous qui avez été notamment consulté pour mettre en place le dispositif, si je ne me trompe, du tribunal des Khmers rouges. Donc avec votre singularité d'être historien à la fois auteur, réalisateur, quel est votre regard là-dessus? Oui, disons que évidemment aujourd'hui on a un accès à la fois aux images qui sont conservées dans les archives comme à l'INA ou à la BNF, ou aux images qui circulent, celles
dont on vient de parler sur Google, qui est sans commune mesure avec ce qu'on avait il y a 30 ans. Enfin, je veux dire, avant, il faut savoir que quand même, pour accéder à ces images sur lesquelles on voulait travailler, c'était la croix et la bannière. Enfin, c'était extrêmement compliqué et parfois très coûteux. Donc, je pense que là, il y a un changement considérable. Il y a plusieurs. Après, il y a une série de problèmes que ça pose. Le premier, à mon sens, c'est l'identification de la source sur Internet, qui est vraiment un problème majeur. On voit des images qui ne sont pas toutes dans le même format, qui sont retouchées éventuellement, qui ne sont pas légendées ou qui sont légendées de manière différente. Comment le visiteur lambda va s'y retrouver par rapport à cette question? Ça, c'est vraiment un problème. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième, c'est que si on vient sur le régime véritatif de l'image, on voit bien que, et donc là, ça rejoint aussi ce problème, enfin pas ce problème, mais cette ouverture du journalisme citoyen. Est-ce qu'on est tous photographes parce qu'on peut prendre des images avec un appareil portable? Je ne le crois pas personnellement. Je pense qu'il faut qu'il y ait un regard qui se pose. Alors on peut être évidemment le témoin, je dirais, neutre d'une quelque chose qui est en train de se passer. On est devant et on prend un cliché qui va peut-être être intéressant pour construire l'événement par association de diverses images. Mais on voit bien que quand la dimension judiciaire arrive, c'est-à-dire quand une image doit éventuellement être considérée comme une preuve, là il y a un certain nombre de considérations qui sont à l'œuvre. Et dans ce qu'on appelle la jurisprudence de la qualification d'une image comme preuve, en particulier aux États-Unis dans les années 20, eh bien, on voit qu'il faut que la personne qui l'a prise soit un professionnel, qu'il ait été mandaté pour cela, qu'il puisse venir en même temps que l'image est montrée. Enfin, il y a toute une sorte, beaucoup de précautions qui sont prises. Pas plus tard qu'hier et avant-hier aussi, et aujourd'hui, je crois, dans le procès des attentats du 13 novembre, donc des images ont été montrées. Elles ont été montrées avec beaucoup plus de précautions qu'elles ne l'avaient été pour les attentats de Charlie. Et on a coupé le son, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, on procède à quelque chose d'assez curieux, qui est qu'on montre un extrait, par exemple de 35 secondes, pour le petit Cambodge, sans son. C'est-à-dire qu'en fait, on touche, si vous voulez, au document tel qu'il s'est constitué, pour le montrer dans certaines conditions où on pense qu'il faut protéger en quelque sorte les gens qui sont là. Donc je pense que ce problème d'identification de la source et ensuite du régime véritatif de l'image est important. Et la manière dont un procès est filmé procède aussi de cela, puisque on a beaucoup lutté, et je crois qu'on a fait avancer les choses sur le cahier des charges. Je lis très rapidement, un procès jusqu'à présent était filmé uniquement en fonction de la personne qui parle. Et nous avons expliqué que le procès, par définition, c'est public et c'est une confrontation, et que donc, si on ne prend que la personne qui parle, on perd ce qui est l'essence même d'un procès. Mais voilà, c'était assez long à faire admettre, puisqu'on considère que dès qu'on fait du champ contre champ, ou qu'on s'approche, par exemple, d'une personne, on fait un choix subjectif. Et ça rejoint, je terminerai là, les deux cahiers des charges des grandes collectes de témoignages sur la Shoah, que ce soit la Fondation Spielberg ou la Fondation à Yale, qui étaient fondés sur la neutralisation de la réalisation, pensant que le réalisateur, s'il se mettait entre le témoin interviewé et l'intervieweur, allait gêner ou la modifier cet entretien, alors qu'au contraire, je pense que si on ne peut pas sentir, si vous voulez, la manière dont un témoin s'exprime dans un entretien, on perd quelque chose de ce que cet entretien représente. On voit bien dans ce que nous avez montré tout à l'heure sur Replay Memories que vous les avez mis en situation, vos témoins. Vous ne les avez pas simplement pris leur témoignage comme quelque chose de factuel. Peut-être justement pour rebondir, Christian Delage, sur ce que vous disiez par rapport à la captation du témoignage, la parole filmée. Est-ce que vous pourriez justement nous en dire un petit peu plus de ce projet qui vous a animé et donc pour lequel il existe une actualité avec la BNF, puisque vous avez fait justement don de toute une série de témoignages donc que vous avez mis en route, si je ne me trompe, dès le lendemain des attentats de Paris, en tout cas à partir de 2016. Oui,
je suis très heureux que ces témoignages aient été déposés à la Bibliothèque nationale de France et que celle-ci lui ait accordé toute l'importance que la présidente Laurence Angel a indiqué dans son discours le 6 septembre dernier. Juste, pour pas monopoliser la parole, je dirais que ce qui nous a intéressé dans cette collecte, nous inspirant précisément de celle de Yale, qui pour moi est la plus intéressante, c'était Jeffrey Hartman, qui était un professeur de littérature comparée, spécialiste de Derrida, qui était très loin, disons, de cette problématique du témoin, qui s'est intéressé à ça. Ils ont pratiqué ce qu'ils appellent un questionnaire ouvert, c'est-à-dire, c'est très simple, de laisser parler le témoin, de ne jamais l'interrompre et surtout de ne pas lui demander d'éléments factuels, corrigeant éventuellement son récit. Donc, pourquoi le choix a été fait à un moment donné de faire des collectes filmées par rapport à des collectes audio ou par rapport à des collectes qui aboutissent à ce qu'on appelle une transcription scripturaire? C'est parce que, évidemment, à l'image, on voit le témoin et que ce témoin, il exprime aussi par son corps, par le langage de son corps, par ses silences, il exprime un certain nombre de choses qui sont précieuses du point de vue de l'image. Je cite volontiers le témoignage d'Abraham Sutzkever, survivant de la Shoah au procès de Nuremberg, l'un des tout premiers témoins qui observe un silence avant de commencer son témoignage. Ce silence a été filmé. C'est extrêmement précieux aujourd'hui pour faire comprendre pourquoi ce moment était solennel pour lui. Le seul problème, c'est que l'archiviste qui a archivé ce témoignage au musée de l'Holocauste à Washington a coupé le silence, pensant que c'était plus intéressant de le faire commencer au moment où il parle. Donc on voit bien que parfois même on ne comprend pas entièrement pourquoi tout est important, pas seulement ce qui est de l'ordre du dicible, mais aussi ce qui est de l'ordre donc de l'indicible ou du suspens. Justement, par rapport à cette question de pouvoir conserver ce qui va faire sens par la suite et qui va nous permettre de comprendre aussi et de porter un regard éclairé sur l'histoire, il y a cette question justement, et pour faire honneur à l'endroit qui nous accueille aujourd'hui, cette question de la conservation et de l'archivage qui, quelque part, se situe à la croisée de, quelque part, la complexité technique, mais aussi un réel enjeu démocratique. Cécile Boex, est-ce que vous pouvez partager avec nous l'expérience que que vous vivez pour le moment en tant que chercheuse dans le projet Chac qui est mené avec la BNF, justement? Oui, nous, on est parti du constat qu'il y avait vraiment une urgence de l'archivage des vidéos de la révolte et du conflit en Syrie, parce que comme ça a déjà été dit, elles sont très très fragiles. Déjà, beaucoup n'ont pas été vues, ce ne sont pas des vidéos virales, il y a des fermetures de comptes, etc. Et puis l'espace Internet est un espace très, très labile où les vidéos peuvent disparaître du jour au lendemain. Donc on a décidé de monter ce projet. Alors il s'agit de corpus de chercheurs. Évidemment, on n'a pas du tout vocation à être exhaustif, il n'y aurait pas d'intérêt, mais justement à partir des chercheurs qui utilisent ces vidéos dans leurs recherches, voir comment eux, quel corpus ils ont, donner une partie de notre corpus et évidemment réfléchir sur ces vidéos en tant que source, mais aussi en tant qu'objet, et réfléchir aussi à des trajectoires d'archivage, c'est-à-dire que comment une trace numérique très fragile peut devenir une archive, réfléchir à tout ce processus. Et donc voilà, on est là-dedans. Et donc essayer aussi de réfléchir à tout le travail d'indexation, de contextualisation, et aussi de médiation, puisque ces archives, il ne suffit pas de les mettre, il faut les faire vivre aussi. Je pense que c'est très important. Et Replay Memories, pour le coup, est un des exemples de comment une pratique artistique peut redonner vie à des archives, peut nous faire penser autrement ces archives. Et donc, on est là-dedans. Alors aussi, il y a la question de la proximité immédiate du conflit qu'il faut avoir en tête, qui va impliquer des considérations éthiques, évidemment, puisque... des personnes... alors, la plupart des vidéos sont anonymes, mais des visages de personnes peuvent apparaître à l'image. Comment on fait, en fait, avec ça ? Ça peut être, évidemment, dangereux pour ces personnes. Et il y a aussi la question de la violence extrême. Évidemment, on a quelques exemples dans le conflit syrien. Et c'est aussi de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec ces images ? Est-ce qu'on les montre ?
Est-ce qu'on choisit au contraire voilà, de filtrer en pensant évidemment à celui qui va les personnes qui vont les consulter, mais aussi à la dignité des personnes qui apparaissent sur les images. Voilà, c'est des questionnements qui... on ne s'attendait pas du tout à ça, et en fait, on essaye de progresser comme ça et de discuter de tous ces... Mais on est vraiment les mains dans le... Dans les mains dans le cambouis. Comme vous disiez, vous naviguez un peu à vue, c'est un peu apprendre en faisant, et puis voilà. Et je pense que c'est une expérimentation, quoi. Tout à fait. Merci en tout cas pour vos contributions à ce premier module, donc qui consistait vraiment à parler de la documentation, finalement la constitution des nouveaux corpus. Et donc on va évoluer vers cette deuxième étape qui va nous amener à plus questionner, et avec vous notamment Frédéric Lavert, cette question de la hiérarchisation de l'information et d'essayer de comprendre comment tout ça fonctionne, parce que très souvent quand on parle d'algorithmes, de tous ces dispositifs techniques, il y a quand même pour la majorité des gens beaucoup de questions que ces thématiques font émerger. Donc l'idée c'est peut-être de venir avec vous, peut-être essayer de réfléchir à cette question de la surcharge informationnelle quelque part dans l'histoire. Est-ce que c'est quelque chose de neuf ? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé ici avec le web, les réseaux sociaux, les big data, ou est-ce que dans l'histoire de l'humanité, quelque part, on a un peu toujours été confronté à cette problématique par rapport à l'information ? Alors, la surcharge informationnelle n'est pas quelque chose de nouveau. Je pense quand même qu'il y a une rupture aujourd'hui parce que c'est une surcharge informationnelle qui devient particulièrement importante, mais avec par exemple, vous avez l'émergence de sortes de nouvelles technologies de certaines époques qui facilitent la réplication de l'information d'un côté et qui éventuellement facilitent aussi sa circulation. Donc la comparaison qu'on fait toujours, c'est avec la Renaissance et l'invention, pas tant de l'imprimerie, mais du caractère mobile, où effectivement on commence à voir d'une part une production intellectuelle qui augmente et une circulation. Alors ce mode de circulation, son seule époque, mais par exemple, l'exemple classique, c'est les thèses de Luther, et puis il y a une circulation qui se fait via les milieux, les pasteurs qui adhèrent aux thèses de Luther et qui font circuler donc les fameuses thèses de Luther. Mais ensuite, vous avez une perfection de l'imprimerie qui fait qu'apparaît la presse, la Gazette au XVIIe, que cette presse se perfectionne. Il y a un moment où, par exemple, la Révolution, vous avez énormément de titres de journaux de diverses qualités qui se créent. Et ça continue au XIXe, avec probablement une apogée à la fin du XIXe, avec une production qui bénéficie vraiment à chaque fois de progrès techniques non négligeables. Et en parallèle, vous commencez à avoir une circulation de l'information qui se dématérialise progressivement. Alors, dématérialise, il n'y a jamais une dématérialisation complète, puisqu'il y a toujours une infrastructure. Un mail n'est pas dans l'éther, il passe par des serveurs, il passe par des tubes, voilà. Mais une dématérialisation au sens où une partie de l'information, en tout cas, peut changer de support ou peut passer d'un support à un autre de manière plus simple. De manière caricaturale, je dirais que ça commence avec le télégraphe Chappe. Donc, tout début du XIXe siècle, puis arrive le télégraphe, puis arrive la radio, la télévision, et puis Internet, si on va très vite. Et à chaque fois, vous avez une masse d'informations un peu plus grande qui peut passer, et qui peut être diffusée et qui peut circuler. Donc l'information se réplique plus facilement et ensuite elle se diffuse plus facilement. On arrive jusqu'à quelque chose comme Twitter où on peut arriver à une diffusion de l'information qui est de très haute fréquence. Et typiquement, si vous avez une controverse sur Twitter, je l'ai vu dans le cas de la commémoration de Verdun en mai 2016, où en quelques secondes, en fait, vous pouvez avoir un nombre de tweets diffusant une information précise qui double. Vous avez des jeunes qui partent courir face à Douaumont, et puis tout d'un coup, ça choque des gens, et puis il y a des gens que ça ne choque pas tant, mais qui retweetent n'importe comment. Ça fait que tout d'un coup, le nombre de tweets explose et l'information va extrêmement vite.
Donc on est ici quand même aujourd'hui, donc la surcharge informationnelle a toujours existé. Il y a des réponses à cette surcharge informationnelle. Vous citiez le Mundaneum, Oatley a beaucoup travaillé là-dessus. En fait, dans l'entre-deux-guerres, c'est déjà aussi un cas, notamment pour l'image d'ailleurs, vis-à-vis de l'image, un cas où on réfléchit à la surcharge informationnelle, comment répondre à ces images de propagande, par exemple des régimes fascistes et nazis ou communistes. Donc on voit déjà cette surcharge informationnelle. Vous avez aussi, tout le monde connaît le DIWI qui essaye de classer l'information. Donc l'indexation, le classement de l'information est une réponse. Et il y a toujours eu, comme réponse à cette surcharge informationnelle, l'idée qu'en fait, les moyens modernes de l'époque permettraient aussi de classer et de stocker l'ensemble de l'information. On a déjà ça dans l'entre-deux-guerres, justement chez Oatley. Et aujourd'hui, c'est la prétention de Google, qui reste une prétention vaine. Mais le fait d'avoir la prétention fait aussi avancer les technologies dans un sens plus ou moins bon. Voilà, donc il y a une surcharge informationnelle qui est récurrente dans l'histoire, mais aussi des réponses qui ne sont pas toujours les mêmes selon les époques à cette surcharge informationnelle. L'arrivée des médias sociaux et du web et de l'informatique garde trace de tout simplement parce que on doit savoir comment se comporte l'utilisateur. S'il y a un bug, il faut qu'on connaisse le bug, donc on doit savoir ce qu'a fait l'utilisateur avant le bug, donc on garde trace, les logs sont toujours là. Donc il y a énormément d'informations. En plus de ce que vous voyez sur le web, il y a ce que Shoshana Zuboff appelle le surplus comportemental, c'est-à-dire toutes les informations sur votre propre comportement. Donc avec le web, c'est absolument énorme. Ce qu'engendre en termes de données tous les jours les requêtes sur Google est absolument énorme. Claude Mussou a donné une petite idée de cette masse informationnelle, mais qui finalement n'est pas si grande par rapport à ce que les GAFAM tous les jours peuvent produire. L'archive de Twitter à la bibliothèque du Congrès, elle existe bien, elle est intégrale de 2006 à 2017 si mes souvenirs sont bons, 2018, et la bibliothèque du Congrès n'a pas les technologies pour l'exploiter. Donc on est encore dans une période où on n'a pas encore répondu à la surcharge informationnelle de notre temps, parce qu'elle est quand même, par rapport aux autres périodes de surcharge informationnelle, particulière en termes quantitatifs, elle est incomparable aux précédentes. Donc on a à la fois des précédents et à la fois quelque chose qui pour le moment apparaît comme une rupture. Peut-être que dans 15 ans on dira plus ça, je ne sais pas. On aura peut-être trouvé. Mais en tout cas pour le moment ça a l'air d'être une rupture. Donc comment aujourd'hui on gère la surcharge informationnelle, j'en ai aucune idée. Il commence à y avoir des logiciels qui sortent, on commence à avoir des petites méthodologies, mais je ne peux pas répondre de manière rigoureuse, claire, pas comme DIWI ou Oatley répondait par de l'indexation qui aujourd'hui est quelque chose de maîtrisé, par exemple. Et donc cette dimension sociale est intimement liée à la dimension technique et on se rend compte quelque part vous parliez très bien du fait de la circulation qui fait augmenter quelque part la production forcément d'informations, parce que c'est le côté organique du réseau. Donc cette dimension sociale et les sciences humaines et sociales sont très très importantes dans l'étude qu'on peut faire aujourd'hui des techniques de l'informatique. Et justement, on vous sait spécialiste justement dans le domaine des humanités digitales, c'est aussi une dimension, en tout cas une discipline qui est peu connue. Donc, est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer un petit peu ce qu'elles revêtent et en quelque sorte, est-ce qu'elles sont un peu le garant de prendre en considération le côté éthique dans tout ce débat autour des technologies? Alors c'est un grand débat en fait, parce que donc on dit humanité digitale ou humanité numérique, parce que selon l'expression qu'on prend, on n'entend pas tout à fait la même chose. Alors moi je dis plutôt numérique, parce que j'aime bien, numérique renvoie à ces suites de 0 et de 1 en informatique, ça renvoie à une certaine rigueur au nombre, et ça rappelle que c'est quand même très quantitatif, mais c'est mon point de vue, j'ai des collègues qui préfèrent humanité digitale, parce que digital vient du doigt. Et donc qui s'intéresse aussi à la manière dont le numérique ou le digital transforme le rapport au corps. Mais donc les humanités numériques, la première définition toute simple, c'est le croisement des sciences humaines et sociales
et de l'informatique. Maintenant, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que utiliser Word, c'est l'informatique, mais c'est pas la recherche en informatique. Donc c'est pas dans les humanités numériques. Par contre, ce serait quand même intéressant de s'y intéresser, parce qu'on n'écrit pas sous Word comme on écrit avec une machine à écrire, ou comme on écrit à la main. Ce sont des processus intellectuels qui sont différents. Mais voilà, en gros, c'est, disons, l'usage des méthodologies numériques informatiques en sciences humaines et sociales, avec avec l'idée que c'est aussi une communauté de pratique, donc plus et pas tellement une discipline, mais des personnes qui échangent aussi sur les méthodologies numériques qu'ils utilisent, beaucoup. Et il y a eu, pour revenir à la question éthique, il y a eu un débat sur la liste de diffusion des chercheurs en humanité numérique francophones qui s'appelle DH, puisque c'est francophone. Justement, il y a, je pense, 2 ans maintenant, dont j'ai fait partie, où l'un des reproches d'un collègue qui est à Lyon, qui est Eric Guichard, aux humanités numériques, c'était d'être trop proche des GAFAM, des grandes plateformes, et justement de ne pas considérer... Enfin, le sous-entendu, c'était que nous ne considérions pas les problèmes éthiques qu'utilisaient un certain nombre de ces plateformes pouvaient engendrer. Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue-là. D'abord, on n'utilise pas tant ces plateformes, parfois on n'a pas le choix, mais parfois on ne les utilise pas. Mais ça reste une bonne question. J'irai plus loin et de manière plus élaborée. Quand on utilise du machine learning, donc l'apprentissage machine, ou du deep learning, donc de l'apprentissage profond, donc qui sont une branche de l'intelligence artificielle, sont des algorithmes qui sont très liés à la recherche militaire. Donc, est-ce que, si on utilise, parce qu'il y a des cas de la reconnaissance faciale sur des documents historiques, est-ce qu'en fait, on améliore l'algorithme, et donc, est-ce qu'on améliore aussi des procédés de surveillance qui seront utilisés contre les citoyens? Donc, la question éthique, elle est très, très présente, et on peut aller assez loin pour la questionner. Par contre, elle est de plus en plus au cœur de nos recherches. C'est-à-dire que c'était peut-être pas le cas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, je vois très peu de projets de recherche qui émergent sans cette question éthique. Pour plusieurs raisons. D'abord, la question des sources. Si je m'intéresse à Twitter, à la crise sanitaire, au centenaire de la Première Guerre mondiale, il y a régulièrement des controverses, ou des scandales, ou voilà. Les gens qui participent à ces controverses peuvent, dans un an, en fait, prendre du recul et se dire qu'à l'époque, ne plus savoir pourquoi ils ont agi comme ça à l'époque, donc ne plus se reconnaître. Donc on doit faire très attention à ne pas faire porter sur ces personnes, c'est aussi la question du droit à l'oubli, des responsabilités ou des idées qu'elles n'assument plus. Et c'est tant mieux, parfois c'est même tant mieux qu'elles ne les assument plus et qu'elles sont un peu revenues sur leurs opinions. Donc il y a cette dimension qui rejoint aussi les questions de vie privée, mais qui vont au-delà du simple respect légal de la vie privée, je pense. On a les archives du web, c'est aussi quelque chose en termes éthiques qui est assez complexe. Je suis moins spécialiste des archives du web, c'est plutôt ma collègue Valérie Schaffer qui l'est. Là aussi, la grande question qui, moi, par exemple, se pose en ce moment, c'est est-ce que j'étudie des gens ou est-ce que je les espionne ? À quel moment mes recherches deviennent de la surveillance ? Et c'est une question. Alors, je travaille sur des thématiques qui sont beaucoup moins dramatiques que la Syrie, par exemple, mais ça ne veut pas dire que les questions éthiques sont moins aiguës, mais ce sont les mêmes. Je travaille en ce moment sur des sources nées numériques, nativement numériques, que sont les newsgroups, et les débats sur ces newsgroups pendant le référendum du traité constitutionnel européen en 2005 en France. C'est extrêmement intéressant, parce que vous avez des personnalités, des arguments qu'on va revoir avec les Gilets jaunes, qu'on revoit maintenant avec la crise sanitaire. C'est un événement assez relativement fondateur en ligne. C'est la première grosse campagne française qui se fait en grande partie, où la partie en ligne a une importance. Et là, je tombe sur des gens que je peux retrouver aujourd'hui sur Twitter, qui éventuellement ont changé. Et
la partie éthique est déjà de moi essayer de m'empêcher d'aller voir si des personnes privées à l'époque sont toujours actives quelque part et de voir si elles ont un peu changé d'idée ou pas. Je le fais, mais en tout cas je ne publie pas là-dessus. Et surtout, au-delà de l'anonymisation, de faire en sorte que personne ne puisse leur reprocher des prises de position qu'elles ont eues il y a maintenant 15 ans. Donc la dimension éthique, me semble-t-il, dans les humanités numériques est de plus en plus présente. Je ne peux pas, par contre, vous dire que les humanités numériques sont le garant de la dimension sociale et éthique des technologies. Par contre, je pense que les sciences humaines et sociales, humanités numériques ou pas, ont un rôle à jouer, effectivement, dans l'élaboration des différents logiciels qu'on utilise aujourd'hui dans nos recherches, mais aussi qui sont utilisés tous les jours dans la vie quotidienne de tout le monde. Justement, pour rebondir sur la question que pose Replay Memories en termes de démocratie, de fonctionnement de notre démocratie, est-ce que vous êtes prêt à laisser votre mémoire se former via les algorithmes? Justement, est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu expliquer en quoi le rôle des algorithmes pourrait déterminer qu'une démocratie est en bonne ou en mauvaise santé, ou pourrait avoir un impact sur la manière de faire démocratie, en tout cas? Peut-être déjà essayer de comprendre comment fonctionnent les algorithmes et puis de se dire quelles sont les implications pour la bonne santé d'une démocratie. Alors, un algorithme, c'est une série d'instructions que l'on peut répliquer, enfin que l'on peut reprendre, qui peuvent se répéter, qui transforment une information en entrée en une information autre à la sortie de l'algorithme. Alors souvent on compare ça à une recette de cuisine, c'est une comparaison qui a de grandes limites parce que les recettes de cuisine, il y a beaucoup d'implicites, alors que dans un algorithme il n'est pas censé y en avoir, mais c'est pas mauvais comme comparaison dans la mesure où vous avez des ingrédients à l'entrée, des étapes à suivre et puis vous avez en sortie le résultat de la recette de cuisine. Simplement il y a trop d'implicites dans une recette de cuisine pour que la comparaison soit totalement bonne. Mais là-dessus, ça, c'est l'algorithmique, ça existe depuis le 9e siècle, après Jésus-Christ, enfin de notre ère, voire avant, mais disons que ça vient en fait du nom d'un mathématicien iranien du 9e siècle. Voilà. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, par contre c'est quelque chose qui est devenu un champ de recherche extrêmement intense avec l'informatique, puisque toute l'informatique, en tout cas la partie logicielle, utilise des algorithmes, et donc vous avez un champ de recherche qui est l'algorithmique, qui est extrêmement important et qui a développé énormément de branches. Ça, c'est un algorithme. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans l'usage d'une branche précise de l'intelligence artificielle, qui est l'apprentissage, et où c'est un peu plus compliqué de parler d'algorithme. J'ai vu déjà certains informaticiens estimer qu'on ne pouvait plus parler d'algorithme que le machine learning, donc l'apprentissage machine, ou le deep learning, l'apprentissage profond. On ne pouvait plus parler à proprement parler d'algorithme, parce que, et notamment pour l'apprentissage profond, on ne sait pas comment ça fonctionne. Enfin, on sait comment ça fonctionne, mais on ne sait pas pourquoi il donne un résultat précis. Les réseaux de neurones, il y a même un champ de recherche pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Et donc le problème, c'est que l'algorithmique normalement explicite beaucoup les choses, mais que l'intelligence artificielle d'apprentissage, elle, n'explicite plus. On connaît les grands principes, on sait comment, voilà, mais on ne comprend pas pourquoi. Parfois, on ne comprend pas pourquoi il y a tel ou tel résultat. C'est une boîte noire. Et donc, c'est là que ça devient problématique. Si on revient sur cette expérience, par exemple, il est extrêmement compliqué de comprendre pourquoi Google donne tel résultat dans tel ordre. Dedans, il y a du machine learning, notamment, dans la manière dont il donne les résultats, mais il y a aussi l'algorithmique plus classique. Et non seulement on ne peut pas l'expliquer, mais l'expérience est personnalisée. Parce que vous avez des cookies, parce que vous avez un profil auprès de Google, même si vous n'avez pas créé de compte Google, il peut vous reconnaître d'une manière ou d'une autre, sans même des données personnelles d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas au même lieu. Du point de vue de la méthodologie historique, ça veut dire qu'un historien ou une historienne qui est à Paris n'aura pas les mêmes résultats avec Google que son homologue qui sera à New York.
Parce que là aussi, c'est quand même un petit problème pour la reproductibilité des résultats. Donc, ce sont des boîtes noires. On ne sait pas pourquoi on a ces résultats. Et c'est pour ça que la question est très pertinente, puisque c'est pas tant le fait de confier sa mémoire, la mémoire d'un événement à un algorithme. Certains algorithmes sont très clairs et tout à fait compréhensibles. On peut savoir comment ils fonctionnent, mais de confier sa mémoire à une boîte noire. Oui, peut-être oui, nous, on a expérimenté ça. On avait commencé Replay Memories il y a 4 ans. Et on arrivait plus ou moins à comprendre comment les résultats, d'où ils venaient, pourquoi on avait un résultat que des images en 2001 et pas des vidéos. On comprenait plein de choses. Et là, on s'est retrouvé avec le développeur à travailler sur les requêtes actuelles. Et on s'est rendu compte qu'en 2011, on avait un résultat, c'est-à-dire que ce qu'on disait à Google, c'est cherchons jusqu'à 2011, qu'est-ce qui a été publié, et on avait un résultat avec un site qui était créé en 2017, dont l'image avait été publiée en 2011. Et là, le développeur a commencé, et effectivement, on s'est trouvé devant une boîte noire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment Google nous offre les différents classements. Au Japon, ou en Chine, dans le Replay Memories, il y a des résultats japonais. Et en japonais. Pourquoi ? C'est la boîte noire de Google qui le sait. Oui, donc la question est au cœur déjà de la réalisation du documentaire. Donc c'est effectivement, là on comprend mieux dans quelle mesure, si on n'a pas accès à l'information, s'il n'y a pas de transparence, si on n'a pas non plus la libre capacité de s'exprimer et de pouvoir interagir avec ces sources qui sont organisées d'une manière qu'on ne peut pas comprendre, il y a effectivement un problème. En termes justement, par rapport à ces questions d'algorithmes, parce qu'on parle beaucoup d'algorithmes, mais si on vous entend, on ne parle maintenant plus d'algorithmes, on est passé dans une autre dimension. Et je vais juste préciser aussi une chose, c'est que non seulement ces algorithmes, enfin, dans un sens générique, parce que là on ne l'utilise pas de manière très très rigoureuse pour les collègues informaticiens, mais non seulement sont des boîtes noires, mais il y a aussi une autre chose, c'est que quand on utilise notamment cette technologie d'apprentissage, on ne sait pas, parce qu'il faut qu'il y ait un entraînement sur des données, on ne sait pas à quel moment on a affaire à la machine, à quel moment on a affaire à l'humain. C'est là le livre d'Antonio Casilli, En attendant les robots, c'est-à-dire qu'à un moment, les résultats qu'on va avoir ont impliqué ce qu'on appelle les travailleurs du clic. Et donc là aussi, en fonction de la manière dont on a entraîné son algorithme de machine learning, déjà on a choisi un jeu de données d'entraînement, mais on a choisi aussi éventuellement une entreprise qui va fournir des gens qui vont cliquer pour dire si c'est oui ou non, si le résultat est bon ou pas, et en fonction de l'entreprise, les résultats n'auront pas nécessairement la même qualité, outre le fait que là il y a des enjeux sociaux et éthiques qui se posent en plus, puisque les travailleurs du clic sont particulièrement mal payés, et même dans les pays développés n'ont pas de couverture sociale, par exemple. Donc, il y a aussi cette dimension-là qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que parler de l'algorithme, il y a de l'humain derrière, et dans dimension ni éthique ni sociale. Merci beaucoup. Alors, il est 19h21. Je sais, donc on nous suit en direct sur YouTube et il y aura des questions qui émergeront tout à l'heure. Alors, je pense qu'on a prévu un temps pour reprendre vos questions également dans l'Assemblée. Il est temps de passer au 3e module de ce soir pour vraiment discuter tous ensemble, quelque part, de cette question de la mémoire au travail, de l'individu au collectif. Et en préparant cette table ronde m'est venue cette question justement qui m'anime depuis quelques années, en me disant aujourd'hui, comme on a cette capacité à hyper documenter son quotidien, hyper documenter le réel, prenez-le à l'échelle par exemple d'un individu ou d'un enfant qui naît aujourd'hui et qui va pouvoir disposer de lui-même, de sa vie, de sa petite enfance, des photos, des archives, des vidéos à n'en plus finir. Nous, pour ce qui nous concerne, nous en avons quelques-unes, mais bon voilà, on n'a pas non plus documenté chacune des vies, on ne peut pas faire des time-lapse de nos vies, ce qui va être de plus en plus possible. Et quelque part, Christian Delage, j'ai envie de me tourner vers vous sur cette question de l'impact que ça peut avoir à la fois
sur l'individu, donc cette hyper-documentation de sa vie, et par analogie avec quelque part une société qui s'hyper-documente. Il y a quelque part là un questionnement qui remonte par rapport au droit à l'oubli qu'a mentionné Frédéric Lavert il y a quelques minutes. Donc, est-ce que cet état de fait que la technologie a rendu possible ne fait pas émerger justement en termes d'histoire cette nécessité d'un droit à l'oubli ou d'un oubli, d'une sélection? On sait que une mémoire, la construction d'une mémoire n'est pas objective, elle est pleine de subjectivité. Et donc, voilà, quel est votre avis justement sur cette question de l'oubli dans ce travail de mémoire, justement, un peu paradoxalement? Oui, non, c'est une question, très importante justement si on revient sur ce plan judiciaire que j'ai évoqué tout à l'heure, puisque la question du filmage d'un procès où se trouvent des gens qui sont accusés donc d'avoir commis un crime ou un délit et dont l'archive filmée va être conservée pendant très longtemps et accessible, ça pose effectivement la question du droit à l'oubli, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne, par exemple, est jugée et condamnée, passe 10 ans en prison, sort de prison, l'image de sa présence en tant qu'accusé dans un procès, elle va perdurer. Et on voit bien d'autres considérations qui sont à l'œuvre. Je crois que cette question de la mémoire individuelle et collective, elle est à la fois positive et négative, je vais dire. C'est-à-dire que, par exemple, sur le 11 septembre, ce qui m'a frappé dans les images qui ont été montrées à la télévision, c'est la pauvreté, en fait, de ces images. C'était toujours les mêmes sur toutes les chaînes, si on brose un peu. Des images montrées sans aucune précaution. Enfin, un avion qui atterrit, qui heurte un building où il y a des gens qui vont mourir, est-ce qu'on a envie de regarder ça comme si c'était une image banale? C'était montré en boucle et je trouvais ça absolument consternant. Or, l'une des choses très importantes sur le 11 septembre, c'est la manière dont, et ça on revient à l'appropriation dont a parlé Cécile tout à l'heure, comment on s'approprie un événement en voulant en montrer une image qu'une institution, un État nie, où elle dénie le pouvoir attester. Donc l'une des images pour moi qui est la plus importante sur le 11 septembre aux États-Unis, c'est les petits mots qui ont été disposés dans toute la ville, dans tout Manhattan en particulier, toute la ville de New York, où les gens recherchaient un proche, quoi. Et c'est devenu, par-delà le simple fait déjà très traumatique de rechercher un proche, c'est devenu une forme de communication qui a beaucoup modifié la sociabilité new-yorkaise quand on la connaît un petit peu. Et donc, pour moi, ça, c'est un événement positif pour le coup. Les gens se sont ressoudés, se sont trouvés des solidarités, quel que soit qu'ils soient hommes d'affaires dans cette tour ou simple homme ou femme de ménage de cette tour. Il y a quelque chose qui s'est produit là, à travers ces échanges de mots et ces petites photos qui étaient accrochées comme des petits mémoriaux. Ça s'est retrouvé sur le 13 novembre devant le Bataclan. Des fleurs, des petits mots, des photographies. Et s'est posé la question à un moment donné que cette espèce de mémorial qui avait été construit par des gens qui passaient, la question s'est posée pour la mairie de Paris de savoir si on allait le conserver ou pas, parce que les gens du quartier n'en pouvaient plus de passer devant systématiquement le rappel d'un trauma dont ils avaient pu être victimes directement ou indirectement. Et donc ce petit mémorial a été déplacé en face, un petit peu loin, et même dans les archives de Paris a été entièrement numérisé. Alors voilà, une archive numérique assez étonnante, puisque tout a été numérisé, le bouquet de fleurs a été numérisé, les objets, etc. Enfin, tout ce qui était voué à la destruction a été numérisé. À Nice, c'est encore une autre problématique, puisque à Nice, le problème, c'est que les corps, les parents de ceux qui sont décédés sur la promenade des Anglais ont dessiné à la craie
le corps, enfin, comment dire, l'emplacement du corps. Et cet emplacement du corps pouvait être sur la rue, sur la voie où passent les automobiles. Et pendant quelques jours, les gens ont hésité à passer sur ce qui était une sorte de mémorial aussi. Puis finalement, la vie a repris. Et pareil, le mémorial qui était constitué de petits objets sur la barre de la promenade des Anglais a été déplacé à un autre endroit qui n'a plus forcément la même valeur puisqu'on n'est pas sur le lieu. Bon, donc je crois qu'il y a des phénomènes qui sont assez intéressants à observer, qu'on est à la fois dans des sociétés hyper tournées vers la question de la mémoire et en même temps qu'on voit bien que cette question-là pose problème. La plupart des cafés n'ont pas voulu que les plaques soient devant leur café. Donc ces plaques sont un petit peu à l'écart, ce qui fait que ça crée, lors de la commémoration officielle, quelque chose d'assez particulier, à quoi les associations ont ajouté le fait qu'elles ne voulaient pas que les hommes politiques s'expriment. Et donc on a quelque chose de totalement muet. Le 13 novembre, le président de la République ne dit rien, quand c'est le président, le Premier ministre ou un ministre. Donc c'est très curieux, parce que c'est une espèce de silence qui, pour le coup, pour moi, est quelque chose d'assez fort, puisque c'est une manière justement de se recueillir et d'être dans cette mémoire-là. Une dernière chose que je voulais dire par rapport à des petites choses qui ont été dites ici, c'est que par rapport à cette question de la surcharge informationnelle, il me semble, et c'est ce qu'on peut voir dans Replay Memories, qu'à partir du moment où on croise, alors que ce soit fait par Google ou par d'autres historiens ou historiennes, à partir du moment où on croise les points de vue, on gagne toujours en compréhension de l'événement. Il y avait une émission très célèbre aux États-Unis qui s'appelait 48 heures, qui a été reprise par Canal+, il y a une vingtaine d'années, qui s'appelait 24 heures, où on envoyait des équipes, par exemple au Liban, je me souviens. Il y avait 3 équipes qui partaient sur le même événement, mais qui allaient le filmer en fonction de 3, soit qu'il y avait des gens qui se battaient entre eux, donc on allait sur chacun de ces foyers, soit en fonction de foyers visuels, c'est-à-dire de position, etc. Et je pense que, par-delà même tout commentaire ou toute analyse à partir de ces images, le fait que le spectateur peut voir un événement de diverses manières, de divers points de vue, aidait à la compréhension de cet événement. Aidait, en tout cas, à ce qu'il soit actif par rapport à cela. Puis l'autre chose, et j'ai quand même entendu aussi bien chez Cécile et chez Frédéric, la question éthique. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à des images d'extrême violence? Alors ça, c'est vraiment quand même une question qui nous préoccupe, nous qui avons travaillé sur ce type d'images. Voilà, on est devant des images qui sont parfois difficiles à voir et qui peuvent provoquer de la sidération, ce qui serait contraire, de certaine manière, à ce qu'on veut, à la valeur qu'on voudrait donner à ces images, qui serait une valeur de témoignage et éventuellement d'ouverture à la compréhension d'un événement. Et puis, sur le plan de la surveillance, on voit bien que c'est tout à fait terrifiant. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, en Chine, la surveillance est totale. Je veux dire, les gens qui vont dans un supermarché sont identifiés immédiatement. Enfin, je veux dire, il y a une surveillance qui se met en place, qui est quand même l'un des dangers de ces GAFA, mais aussi un danger politique très important. Donc comment on gère ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une question qui me semble... Enfin, cette question de l'éthique et de la protection me semble importante. Donc une thématique qui génère beaucoup plus de questions, enfin, en tout cas les réponses qu'il faudra construire à toutes ces questions. Voilà, nous annonce beaucoup de travail et beaucoup de... Enfin, c'est des questions vraiment passionnantes, mais il y a effectivement beaucoup plus de questions que de réponses à l'heure actuelle au vu des enjeux. J'aurais envie de me tourner vers vous, Gordon et Andrés, par rapport à donc toujours dans cette idée de la mémoire au travail, du travail de mémoire, et de la manière dont des nouveaux schémas narratifs émergent dans ces nouveaux contextes. Alors j'avais repris dans les titres de presse, c'était Jean-Marie Colombani, le directeur du Monde, qui au lendemain des attentats du 11 septembre titrait son éditorial « Nous sommes tous des Américains » en référence au discours de JFK par rapport à Eschwin Berliner, donc dans le contexte, un contexte complètement différent évidemment de la guerre froide, mais donc cette question de générer du commun, comment on peut construire du sens commun dans un contexte
qui s'appuie quand même vraiment très fort sur l'hyperciblage, toutes ces datas, ces algorithmes dont on a parlé. Est-ce que quelque part la question de la narration et puis votre rôle à vous, avec des œuvres telles que Ripley Memories que vous nous proposez aujourd'hui, quel est le rôle quelque part des scénaristes, des auteurs, des historiens aujourd'hui dans la production de ces schémas narratifs justement, dans ces nouveaux contextes? Difficile, vaste question. En tout cas, il semble clair que ça reste quand même toujours linéaire, même si l'utilisateur a le choix d'aller ici ou là. La manière de le concevoir reste linéaire, tout comme un récit en fait. Je pense que vous, historiens, construisez la chose de la même manière, c'est-à-dire que on reste dans une structure narrative et on utilise des médias, des nouveaux moyens pour l'exposer, mais au fond, je pense que on reste dans quelque chose de relativement classique. Et je profite d'avoir la parole pour poser aussi une question à vous qui êtes là, qui êtes historien. Je me demande aussi comment, et c'est quelque chose qu'on a un peu touché du doigt avec Andrés, comment la mémoire personnelle d'un de nos témoins, par exemple, du 11 septembre 2001 à New York, comment sa mémoire a été impactée, changée par la mémoire de masse, par la mémoire collective, par cette surcharge d'informations. Parce que je pense qu'au fil du temps, Internet joue un rôle d'entonnoir, et je me demande comment vous, justement, vous percevez ça. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Est-ce que cette question est... Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Je repense à ce jeune de 20 ans qui aura vu aussi le 11 septembre qu'à travers ces nouveaux médias. Comment sa mémoire de cet événement évoluera au fil du temps, en fait. Voilà. Je sais pas, c'est difficile, on peut pas se mettre à la place des gens, mais je pense que si je peux donner quelques éléments de réponse, c'est cette mémoire-là, elle est fondamentalement, c'est ce que vous disiez aussi, il y a un aspect sensoriel et sensible très, très fort en fait, avec les sons, les images, il y a quelque chose qu'on n'a pas dans les récits, donc la prégnance de l'image, c'est quelque chose de très important. Mais après, je sais pas comment ça peut... cet effet de masse, comment il peut se répercuter sur des mémoires individuelles. J'arrive pas... Parce que chacun navigue selon aussi son endroit, son lieu, son histoire. Il y a quand même des chemins très, très personnels là-dedans, des manières de l'explorer très personnelles, je sais pas. Enfin, j'ai pas de réponse non plus claire, mais là je pense pas qu'il faille totalement couper Internet de la réalité vraie, réelle, sensorielle. Ceux qui l'ont vécu, soit sur place, soit à distance, on dit toujours qu'on se souvient quasiment tous de ce qu'on faisait ce jour-là. J'ai effectivement le souvenir assez précis des archives, pas des archives que je faisais, mais j'étais pendant ma thèse, j'étais à Berlin dans les archives. Bon, bref, je m'en souviens assez bien. Et beaucoup de gens, en tout cas, le font. Et ce souvenir-là, je ne suis pas sûr qu'il soit nécessairement impacté par Internet. Il l'est un peu, mais pas nécessairement beaucoup, parce que ce souvenir qu'on a de ce jour, il est inséré dans notre réseau social, en fait, dans notre contexte social de l'époque. Un jeune de 20 ans qui ne serait pas en contact aujourd'hui avec des gens lui ayant transmis leur mémoire, lui ayant parlé de la manière dont ils avaient vécu le 11 septembre, et qui n'aurait qu'Internet, là c'est aussi un peu différent, c'est très différent, mais il faut quand même regarder son contexte social. Et vous avez des contextes sociaux où le récit du 11 septembre n'est pas du tout le même d'un contexte à l'autre. Donc je ne sais pas s'il faut totalement séparer Internet du reste ici, je ne pense pas en fait. Par contre, il est évident, alors je ne vais pas vous répondre sur le 11 novembre, mais si vous faites des recherches Google sur la bataille de Verdun ou sur la Première Guerre mondiale, vous allez très vite terminer sur des vidéos extraites de films
mais qui ne sont pas nécessairement à première vue distinctes des autres. Et donc là, il y a quand même énormément de filtres qui commencent à s'ajouter. Et l'un des contextes sociaux, c'est quand même l'école, le collège, le lycée, où on commence à apprendre aussi sur ces événements, à les étudier. Donc j'ai pas de réponse, mais par contre, je pense qu'il ne faut pas séparer totalement Internet du reste. Oui, pardon Delphine, je n'ai pas tout à fait répondu à la question. Mais... Si, parce qu'il y a cette question quelque part du côté linéaire qui peut amener dans cette narration de l'histoire, si on revient sur cette question de narration de l'histoire, quand on voit effectivement toutes ces sources, cette délinéarisation, cette manière... Ce que vous arrivez à faire avec Ripley Memory, c'est quelque part d'inscrire quand même un fil conducteur, même si on va chercher, chacun va dans sa bulle, etc. Mais il y a quand même une intention qui a été codé dès le départ, ou en tout cas dans vos esprits, et qui fait qu'on se laisse emporter, et que quand on sort, on a quelque chose à partager ensemble. On est ému, voilà, et c'est ça qui fait que les personnes vont se retrouver autour de sens communs. D'où peut-être l'importance, effectivement, à la fois de votre rôle en tant qu'auteur, scénariste pour écrire, le rôle aussi très important des historiens, des sociologues, des politologues pour inscrire cette médiation entre tous ces contenus, ces algorithmes. C'est pas parce qu'on automatise le traitement de l'information que on peut digérer l'information comme ça et elle peut nous parvenir. Donc vraiment réinsister, je pense, ça c'est vraiment le but aussi de cette table ronde et de cet événement à la BNF, c'est de réinsister sur la dimension humaine et de la transmission aussi qui est vraiment importante. Et c'est vrai que il y avait un des éléments dont on n'a pas parlé, mais voilà, peut-être simplement l'évoquer avant de passer au moment des questions et des réponses, c'est le rôle on parle beaucoup de fake news aujourd'hui, de toute cette désinformation, des théories du complot qui ont émergé, qui ont explosé après le 11 septembre, et en quoi ils peuvent aussi, à leur manière, avoir un impact sur ces narrations de l'histoire et ce qui va rester, parce que tout ça s'imprime sur le web, dans cette grande archive. Et donc, voilà, je ne sais pas quel est votre avis par rapport à ce phénomène. Oui, je pensais à ça tout à l'heure, parce que l'évolution de l'algorithme ou la façon dont Google nous donne des réponses, aujourd'hui, je pense qu'il y a, moi j'ai regardé avec attention, il y a beaucoup moins de fake news dans les résultats qu'il y a 4 ans, 5 ans. Mm-hmm. Je ne sais pas comment, mais tout n'est pas boîte noire, peut-être c'est une partie blanche de ces algorithmes, mais c'est étonnant comment la diminution de résultats avec de la théorie du complot, elle avait diminué. Donc ça, c'est peut-être une question plus vers notre expert des techniques, en tout cas des dispositifs numériques. Mais est-ce que justement ce travail qui est fait et qui est clamé assez haut et fort par les GAFAM de lutter contre justement ces phénomènes de fake news, est-ce que ça a un impact justement sur le fait qu'on en trouve peut-être moins ou dans les résultats de recherche Alors, l'infrastructure que mettent en place les GAFAM, je pense à Twitter qu'on ne met jamais dans les GAFAM, mais qui est quand même fortement relié. J'ai parlé technique tout à l'heure, mais il y a la manière aussi de designer ces techniques. Il y a aussi le design qui est très important. Et le design de la plateforme de Twitter pousse, de la plateforme qui est Twitter, ou Facebook aussi, pousse à la réplication de l'information à très haute fréquence, à la circulation de l'information à très haute fréquence. Et donc, sur des bases quand même qui sont très émotionnelles, et donc effectivement, les fausses informations ont beaucoup plus de chances. Il y a des études avec des bases plus ou moins rigoureuses qui le montrent. Les fausses informations ont beaucoup plus de chances d'être répliquées, de circuler effectivement. Donc le design de ces plateformes joue énormément. C'est notamment l'argument de Dominique Boulier, par exemple, qui est sociologue du numérique. Mais ils ont tous essayé de modifier ces designs un minimum. Pour ceux qui utilisent Twitter, à un moment, il y a quelques mois, est apparu, quand vous retweetez, par exemple, un tweet avec un lien, Twitter vous demande, mais vous êtes sûr que vous ne voulez pas lire l'article avant de retweeter? C'est assez nouveau, mais c'est des petites choses de design qui peuvent un peu calmer aussi la circulation de l'information de manière générale, qu'elle soit vraie ou fausse, c'est pas tellement la question ici. Mais
il y a aussi assez régulièrement, d'abord il y a la question publicitaire et des revenus et de leur modèle économique derrière. Plus une information circule, plus ils gagnent de l'argent, plus ils apprennent sur vous, donc plus ils peuvent vendre des encarts publicitaires. Et il y a aussi le fait que parfois les algorithmes sont aussi des boîtes noires pour eux. C'est-à-dire que Facebook, à un moment, a fait certaines modifications pour limiter la propagation des fake news. Et en fait, le résultat a été le contraire. C'est quand ils ont annoncé, après le scandale Cambridge Analytica, qu'ils allaient recentrer la timeline, enfin le newsfeed, pardon, sur des informations plus locales ou plus distribuées, plus diffusées par les proches de chaque utilisateur. En fait, a priori, ça a plutôt augmenté la diffusion des fake news, en tout cas dans certains cas. Donc eux-mêmes parfois ne comprennent pas tout à fait ce qu'ils font. Donc c'est la question du design, effectivement, puisque c'est cette question-là qui est posée derrière, des interfaces utilisateurs, est effectivement assez importante pour limiter la diffusion, enfin limiter la fréquence de la diffusion de l'information. Ok, merci beaucoup. Alors, je vois que le temps file en bonne compagnie et à discuter de sujets aussi passionnants. Je vois qu'il est 19h43, on a quelques minutes, on a encore un quart d'heure pour prendre des questions de l'auditoire ou sur le chat si vous en avez. Donc, peut-être dans l'audience, est-ce que vous souhaiteriez approfondir l'une ou l'autre thématique, ou est-ce que vous avez une question sur un point qui a été débattu ce soir? Bonsoir. Ça fonctionne? Ok. Bonsoir. Merci pour ces différentes discussions. C'était très intéressant. Moi, j'avais une question plutôt pour Cécile Boex, mais qui peut s'exporter un peu à tout le monde. Vous avez parlé de la constitution de votre corpus de recherche à partir de différentes vidéos, etc. La question que je me posais, c'est... Donc là, c'est des corpus qui sont en fonction de votre recherche personnelle et qui sont celles d'une historienne. Est-ce que vous auriez une idée ou une réflexion sur la façon dont, du point de vue de l'archive et de l'archivistique, quelle approche il faut adopter, puisqu'on est face à des quantités de données qui ne sont pas techniquement conservables? Et du coup, est-ce qu'on doit quand même tendre, comme par exemple la BNF le fait pour beaucoup d'autres documents, vers la constitution de quelque chose d'exhaustif malgré les impossibilités techniques? Ou est-ce que, toujours dans le cadre de la conservation, ce serait plus intéressant d'effectuer des corpus thématiques avec, à ce moment-là, un tri dans les sources qui entérinent une valeur plus importante pour certaines sources que pour d'autres, et donc qui pose toutes ces questions? Oui, merci pour votre question. Je pense que c'est complètement utopique de vouloir faire une collecte exhaustive. Ce n'est pas possible, en fait, techniquement. Tous les jours, il y a des nouveaux contenus qui disparaissent. Donc, et puis, on est sur des millions de vidéos. Donc, je pense que c'est beaucoup plus éclairant, déjà, d'avoir ce travail de catégorisation qui a été fait en amont. Alors moi, je précise aussi que je suis en terrain numérique, mais mon terrain numérique, il est instruit par un terrain de 10 ans en Syrie. Voilà, et que j'ai fait, en fait, au moment où se déroulaient les événements. Si j'avais fait mon terrain, par exemple, si j'avais sondé le web 10 ans après, je sais pas, j'aurais pas du tout fait la même recherche. Ça aussi, c'est un facteur très important à avoir à l'esprit. On fait pas du tout la même recherche selon la temporalité qui nous sépare de l'événement. Et ce que je dois dire aussi, c'est que mes corpus, je les fais aussi. Enfin, je vois des activistes, des preneurs d'images qui sont maintenant en dehors de la Syrie. Donc voilà, tout ça, on n'est pas dans une bulle en fait. Internet, quand on fait de la recherche, c'est vraiment ce va-et-vient entre le monde réel et le monde virtuel, si je peux m'exprimer ainsi, mais même si ça n'a pas vraiment de sens. Donc, pour nous, c'est vraiment important d'avoir des corpus. En fait, c'est pas tant des corpus thématiques, mais c'est de faire remonter les catégories d'usage des acteurs et ce qu'ils ont voulu faire. C'est pas nous qui arrivons, on va faire un corpus, c'est déjà comprendre pourquoi partir des pratiques des gens et à partir de là, élaborer des catégories qui vont constituer un corpus, des types de paroles, des écritures filmiques.
Par exemple, le témoignage, les vidéos de témoignage qui documentent sont des plans séquences. Il n'y a pas de montage qui pourrait induire une manipulation de l'image. Les hommages aux martyrs, etc., sont des diapositives sur le mode du diaporama avec un montage. Donc il y a des enjeux qui sont liés à la manière de faire des images. Donc c'est essayer de penser tout ça et faire un corpus, c'est déjà être un petit peu dans l'analyse et je pense que c'est beaucoup plus éclairant et c'est beaucoup plus aussi transmissible de procéder de cette manière, puisque finalement, quand on fait un corpus, on va contre les algorithmes, on est dans la transparence pour la transmission, justement. Alors que, voilà, on se doit d'expliquer pourquoi on a procédé de cette manière, pourquoi on a élaboré ces catégories, et pourquoi on présente, voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait à partir de ce corpus et quelles questions on a posées. Je ne sais pas si j'ai répondu. Okay. Oui, bonsoir. En fait, moi, j'ai une question qui rejoint ce qu'a dit Cécile Boex à l'instant, mais avant, je voulais juste revenir sur la question de l'exhaustivité. Le dépôt légal du web a pris acte du fait qu'on ne pouvait pas aller à cette exhaustivité, puisque c'est la première loi du dépôt légal qui ne demande pas à la BNF et à l'INA de collecter l'exhaustivité du web. Donc, en fait, on est déjà passé à une étape nouvelle du fait de sélectionner en fait ce qu'on va conserver. Donc cette étape-là, on y est déjà aussi au niveau de l'archive par rapport à l'ambition du dépôt légal et de la BNF de conserver l'ensemble de la production documentaire française et plus largement universelle. Mais en tout cas, c'était juste une remarque. Après, ma question, elle était pour Gordon et Andrés Jarach. Par rapport, finalement, si j'ai bien compris, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui dans l'œuvre quand on est en 2001, en 2011 ou en 2021, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui sur le web avec un filtre pour trouver 2001, 2011, 2021. Et en fait, ce que je me disais, c'est que finalement, cette œuvre, elle a déjà 4 ou 5 ans, presque. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de conserver ce qui sort sur le web aujourd'hui et de le fixer pour que finalement on puisse se rendre compte du vrai écart qu'il y aurait entre on regarde le web en 2011 ou on regarde le web en 2021? Parce qu'en fait, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui on perçoive vraiment une grosse différence entre les époques de ce fait-là. Enfin... Je ne sais pas si j'ai exprimé très clairement ce que je... Oui, tout à fait. Après, l'archivage de requêtes en 2011 et 2000... évidemment, si l'œuvre perdure sur 10 années, ça serait intéressant. Mais sinon, c'est peut-être à la BNF ou à l'INA de conserver. Mais ce qui est vrai, c'est que nous, on a découvert là, en retravaillant sur les projets, ces changements. Mais déjà, à l'origine, en 2001, par exemple, il n'y a pas de vidéo parce qu'il n'y avait pas YouTube. Et donc, il n'y a presque pas de vidéos ou pas du tout. Donc déjà, on a une notion d'évolution. Et en 2011, les vidéos qui apparaissent, ils sont... 10 ans de l'événement, et là à 20 ans on voit vraiment, on a vu avec Gordon une nouvelle vidéo qu'on n'avait jamais vue, qui est apparue, que nous on n'avait jamais dans ce cas. Oui, c'est une archive incroyable faite par des gardes-côtes en fait new-yorkais qui sont à bord de leur hélicoptère et qui filment l'événement en direct de l'hélicoptère. Et je dois vous avouer que cette archive, la découvrir là, dans notre expérience, nous a complètement bouleversés, parce qu'elle est bouleversante, mais en plus, la vivre physiquement, immergée dans la bulle, avec cette image qui s'agrandit face à nous, c'était assez fascinant. Et je crois que, justement, vous avez peut-être pu tomber dessus aussi aujourd'hui. Voilà, il est vrai que YouTube, c'est 2005.
Donc 2001, il faut se souvenir que les débits étaient très peu élevés, que c'était compliqué d'accéder au web, mais c'était possible évidemment. Et que donc effectivement en 2001, les archives sont essentiellement des images ou des textes. Voilà, et de voir à quelle vitesse aussi, grâce à la technologie, des codecs ou de la manière de compresser les vidéos et le son, comment le web s'est transformé en une immense base de données, non seulement d'images, mais aussi de vidéos. Voilà. En tout cas, merci pour votre question. Bonjour. Moi, ce serait plutôt, je voudrais revenir plutôt sur le fait que l'influence, le fait que quand on navigue donc, avec l'algorithme, il nous donne la liste à partir surtout, des cookies qu'il a enregistrés sur nous, sur nos données personnelles, et que les résultats qu'il affiche, le moteur de recherche, ça dépend beaucoup de ces choses-là. Je crois que Frédéric, à un moment donné, vous en avez parlé de cette influence-là. Mais quand on regarde aussi en archivistique, quelque part, les archivistes, ils créent des cas de classement, ils créent un certain nombre d'instruments de recherche. Donc, quelque part, eux-mêmes imposent une certaine vision, une certaine de l'archive, une certaine manière de comprendre intellectuellement l'archive, notamment en créant des fonds, en les décrivant plus ou moins précisément. Et quelque part, finalement, qu'importe l'archive qu'on a entre les mains, il y a toujours quelque part une part subjective de celui qui nous la transmet et de celui qui la conserve. Sauf que là, on a quand même, avec l'algorithme, on a quand même une certaine recommandation qui change. C'est pas une médiation entre l'historien ou l'historienne et ses archives de même nature. Je pense que normalement, les archivistes, la plupart du temps, sont relativement clairs à très clairs sur leurs critères de sélection. Normalement, on sait à peu près comment une archive a été constituée. Par des archivistes. C'est pas tout à fait, je pense que c'est pas tout à fait comparable. Après, il y a une influence par contre aujourd'hui de Google sur les centres d'archives à cause des historiens et historiennes qui sont habitués à Google et plus aux requêtes qu'on fait habituellement dans les centres d'archives. Et faire une requête sur une base de données créée par des archivistes, c'est pas faire une requête sur Google, mais par contre aujourd'hui la demande c'est d'avoir des requêtes type Google. Là ça peut poser un décalage, mais ça peut poser un petit problème, mais il me semble que la médiation des archivistes elle est quand même beaucoup plus claire et beaucoup plus transparente que la médiation de Google. Voilà. Merci. Et puis Internet n'est pas une archive. Oui, c'est ça. Et la médiation de Google n'est pas faite pour créer... Alors, le web, à la base, a été conçu comme étant un système documentaire. Hein. Oui, mais pas une archive au sens mais pas une archive au sens où on l'entend. Mais voilà. De fait, ça le devient un peu quand même. Je vois qu'il est 19h55. Peut-être Pascal Sartel. Oui, ce qui nous a intéressés en tant que, justement... conservateur, archiviste dans cette expérience, c'était un autre rapport à l'archive sensorielle et une immersion. Je voulais savoir si, d'un point de vue heuristique, d'un point de vue de chercheur, cette nouvelle approche, parce qu'on essaie on pourra l'étendre à d'autres corpus et de proposer nos corpus. Il y a le BNF Data Lab qui ouvre dans quelques jours, qui va être inauguré. Cette approche de l'immersion dans l'archive qu'il faut beaucoup travailler technologiquement. Et est-ce que ça peut être... C'est simplement un outil de médiation grand public, ce qui est déjà énorme, parce qu'on fait mémoire aussi de cette manière. Est-ce que, d'après vous, ça peut être aussi une piste pour la recherche d'avoir ce rapport physique et de s'immerger dans ces archives? J'en profite, puisque j'ai le micro, pour remercier Chloé Jarry,
que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, et sans sa sollicitation, nous ne serions pas tous là. Merci. Je ne sais pas, Christian, tu veux... Je pense que tout dépend de... Enfin, il y a deux choses là, dans ce qui a été dit à l'instant. Il y a une première chose qui est la différence entre accéder à quelque chose qui est déjà traité et donc de le voir du point de vue de la pratique de l'usager, ou bien accéder à une chose qui est dans son entièreté, qui est donc qu'on pourrait appeler une archive complète, et s'y colter, pour le coup. Quand on est face aux images de la police navale dans l'hélicoptère, on est face à ce que moi j'appelle une archive, et que j'ai pris plaisir tout à l'heure à voir justement en son entier, ce qui n'est pas exactement le jeu qui m'était proposé, puisqu'on me demandait de passer d'une chose à l'autre, mais là, pour le coup, je me suis fixé là-dessus. Donc là, je ne connaissais pas cette archive, donc tout à coup, ça m'intéresse. Mais celui ou celle qui ne connaît pas du tout, disons, ni l'événement en tant que tel, ni sa masse visuelle, je me demande comment il réagit par rapport à ça. Quand moi, je vois Bush dans la salle d'école, je pense immédiatement au film qu'a fait le documentariste américain sur 9/11, Michael Moore, parce que c'est vraiment le moment où il explique, voilà, enfin en gros, il n'arrête pas de commenter l'archive en disant, tu vois, tu comprends rien, tu es vraiment un idiot, enfin il s'adresse à Bush comme ça. Et on a tous pris plaisir à le voir à ce moment-là, dans ce contexte-là. Mais en fait, quand on revient sur cette archive, on peut se mettre à la place de George Bush. Enfin, ça pourrait être n'importe qui d'autre qui serait président. Je veux dire, c'est pas... Parce que c'est là qu'il se passe quelque chose qui est ce que j'appellerais le phénomène d'association. C'est-à-dire qu'en fait, moi, là, pour raisonner à titre individuel, la pratique que j'ai scripturaire sur le web, c'est justement ce que j'adore, c'est de passer... c'est quand j'ai une ligne qui me renvoie vers autre chose. Et là, je vais construire et je vais découvrir quelque chose que je ne cherchais pas, ou dont j'ignorais l'existence. Alors ça, je trouve que c'est vraiment un gain très grand du web. Quand on sait le maîtriser, c'est ce qu'on essaye d'apprendre à nos étudiants, quoi. Oui, ok, vous pouvez travailler sur Wikipédia, mais attention, faut quand même que vous preniez des précautions. Mais ça peut être formidable de naviguer. Sur les images, c'est un petit peu différent, parce que là, on a une hiérarchisation de l'image censée être la plus importante ou la plus topique, et on va vers des choses qui s'éloignent, disons, de ça, enfin, il me semble. Google Images est quand même beaucoup moins intéressant du point de vue du vagabondage que Wikipédia, par exemple, avec les renvois permanents. Mais ce qui fait que quand moi je vois Bush, par exemple, dans la salle d'école, je pense à une autre image que je connais. Et je ne sais pas comment réagirait quelqu'un qui ne la connaît pas. À quelle image je pense? À l'image qui, pour moi, est très, très spectaculaire, qui est l'image de Bush dans son 747, au moment où on lui a dit « tu peux plus rester sur le sol, il faut que tu sois dans le ciel ». Parce que le ciel, tout à coup, qui avait été l'endroit par où sont arrivés les terroristes, est devenu entièrement vide. Il n'y a plus aucun avion dans le ciel américain. Il n'y a que l'avion de George Bush qui tourne tout le temps, qui s'arrête de temps en temps, parce qu'on ne sait pas où il va être en sécurité. Donc moi, ces associations, je peux les faire. J'ai pensé à ça tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, j'aurais bien voulu voir cette image-là. Il y a une image qui a été prise de lui dans l'avion, bon, qui est une image posée, bien sûr, mais bon, qui est intéressante, quoi, parce qu'au fond, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire devant cet événement. Il a été mal élu, et tout à coup, il va se servir de cet événement comme une sorte de légitimation, parce qu'il va être aux côtés des pompiers, etc. Bon. Donc, ces phénomènes d'association d'une image vers une autre qu'on a en mémoire, ou parfois qu'on cherche quand on cherche une image. On cherche, on ne trouve pas ce qu'on veut, on ne sait pas si ça existe vraiment, mais en tout cas, on cherche et on n'est plus... Enfin, c'est souvent frustrant, parce qu'on n'arrive pas à arriver à ce dont on a besoin. Donc, il me semble, je ne sais pas, enfin, c'est une question que je pose, que le phénomène de cheminement, disons, d'une image vers l'autre sur Google Images est plus difficile, il me semble, que quand on est sur du cheminement scripturaire sur Wikipédia, par exemple. Enfin, il me semble qu'on a beaucoup plus de choses qui s'ouvrent à nous, de choses référencées par ailleurs, avec des noms propres, des références d'articles ou de livres, que sur les domaines de l'image. Enfin, je ne sais pas si c'est une question. Alors, moi, je vais malheureusement devoir... il est 20h et je suis
timekeeper, c'est toujours le mauvais rôle. Et on me fait signe ici en régie qu'on va devoir malheureusement arrêter ici. Moi, pourquoi pas continuer les débats off the record, comme on dit. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous adresser un grand merci pour la qualité des échanges et pour cette table ronde très très intéressante. Vous redire que l'œuvre est visible jusqu'au 26 septembre, donc n'hésitez pas à venir ici à la BNF pour faire l'expérience. Ça en vaut la peine, ça en vaut le coup. Et simplement dire aussi que la conférence sera revisionnable sur la chaîne YouTube de la BNF. Merci à tous, merci à toutes et une bonne soirée. Merci. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.